Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde de la bande dessinée américaine, mais pas que, et de ses adaptations avec l'ami Corentin ici présent. Salut. Nous revenons 3 fois par mois pour vous faire le débrief de tout ce qu'il se passe d'intéressant dans le monde merveilleux des comics. Ces bandes dessinées faites de papier avec des cases dans lesquelles il y a des personnages qui font des trucs. Quoi ? C'est un peu comme ça que je résumerais le comics si on me demandait de le résumer. Ça résume aussi le manga, ceci dit. Oui, mais ça résume la bande dessinée quelque part. Tout à fait. Et c'est ça qu'on aime, l'art séquentiel, la beauté de l'art séquentiel. Et oui. Ce podcast est sponsorisé par notre partenaire Pulps. On salue bien bas Pulps. Salut, c'est Pulps. 3 boutiques sur Paris, une boutique à Bordeaux, des librairies spécialisées de comics, mais on y trouve aussi du manga et de la BD en fonction du lieu, et des toys. Il y a aussi un Pulps Toys, mais c'est aussi une boutique en ligne sur laquelle vous pouvez passer plein de commandes. Si jamais vous gagnez au loto par exemple, ça peut être vachement bien de dépenser votre argent dans des comics, et pourquoi pas de profiter même d'offres de lancement avec le Focus Pulps, des comics VO qu'on vous propose à prix de lancement chaque mois. On a déjà enregistré le Focus Pulps pour le mois de juin, mais dans la description il y a les liens qui vous y renvoient, et on va mettre tout bientôt aussi la pastille à part si jamais vous ne vouliez écouter que ça. Et en attendant, on espère que ça vous fera peut-être faire des découvertes dans vos lectures en VO. Bien entendu, on remercie également toute notre communauté sur Tipeee nommément un par un. Alors, on va pas nommer les 145 tipeurs actuels, mais on les remercie du fond du cœur. Et notamment, là, depuis la dernière fois, on a fait le dernier front page, il y a eu pas mal de types, de diverses personnes. Donc, un grand merci dans l'ordre que je cite là. C'est donc Nicolas, Doud, Morvan, Pascal Lemerer, Hal Green Jordan et Julien. Merci à vous 6 d'avoir rejoint la First Print Academy, pour certains même d'être revenus ou juste d'avoir fait un petit bonus supplémentaire. Voilà, on est vraiment très content de vous, et donc de toutes les 145 personnes qui nous permettent de voir l'avenir sur le long terme. Alors pour celles et ceux qui ont répondu à notre grande enquête, sachez que c'est le 28 juin prochain qu'on va faire un petit débrief tous ensemble en live sur notre chaîne YouTube. Donc il y aura des visuels et une annonce formelle qui vont être faits là d'ici la fin de la semaine, à l'heure où on enregistre ce podcast. Et aussi ce sera l'occasion pour nous de lancer notre newsletter sur Substack. Je ferai juste un premier envoi pareil très peu de temps après avoir enregistré ce podcast, justement pour vous parler du live et vous donner le lien de notre chaîne YouTube. Et en même temps ça vous permettra aussi, vu qu'on va prendre comme base de données les adresses mail de tous ceux qui ont participé à l'enquête, et bien entendu si vous ne voulez pas y être inscrit, vous pourrez profiter de ce premier envoi pour vous désinscrire. Mais en même temps, si vous avez accepté de répondre à notre enquête, j'imagine que vous avez envie aussi d'avoir de nos nouvelles de temps en temps. Ce sera une newsletter a priori plutôt mensuelle, où on reviendra, personnellement je ferai peut-être le point sur les podcasts importants qui se sont passés au cours du mois, notamment pour les interviews, parce qu'on en a plein et que parfois c'est difficile de voir les choses, et puis ça permettra peut-être juste de nous exprimer un peu sur la vie du podcast et sur les choses qui se préparent d'ici la fin de l'année, puisque dans ce live, en plus du débrief et d'une discussion avec vous, je crois qu'on aura une grosse annonce à vous faire, n'est-ce pas Corentin ? Peut-être. Qui sait. Nous on sait du coup. Mais nous on sait. Vous savez pas encore, donc qui sait, peut-être. C'est ça. Et de toute façon, vous serez au courant forcément sur les réseaux évidemment par la suite, mais ne manquez donc pas, si vous voulez être au courant immédiatement, le rendez-vous est donc donné le 28 juin prochain sur Internet. Corentin. Internet. Nous allons commencer par la partie comics, si tu veux bien. Oui, non, je suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. On commence tout de suite par la partie. Eh bien, on va faire des élections NFT. Alors. Allez. On va faire des élections, si tu veux. Première blague, attention. Moi, j'ai dit que j'allais me calmer un peu parce que déjà que je pourris mon Twitter avec ça. Désolé, si vous me suivez pour entendre parler de comics. J'ai fait un post récemment sur Todd McFarlane. Mais sinon, le reste du temps, c'est plutôt de la colère gauchiste. Sur les traductions des interviews de Todd McFarlane, c'est ça? Oui, c'était mon seul post comics de la semaine, je crois. Oui, et c'était plutôt comique pour le coup. Voilà, en plus, c'était plutôt rigolo. Jeu de mots, incroyable. Mais blague à part, Corentin, donc dans la partie comics, c'est un petit point d'abord un petit peu sur ce qui se passe du côté de la VF. Alors, on a une première annonce qui nous est parvenue de chez Vestron, qui va éditer les comics Power Rangers, les années Marvel. Faut savoir qu'il y a eu plusieurs tentatives d'amener la licence Power Rangers en France.
Et Glénat avait essayé notamment, sans grand succès. Ils avaient arrêté après 4 tomes de la série principale menée par Boom Studios à l'époque. C'était le run de Kyle Higgins. Donc VS3 a repris les Power Rangers. Ça avait été annoncé de mémoire, c'était déjà en 2021 il me semble. Et depuis, en fait ils ont à la fois publié, en fait ils avaient pris comme point d'entrée après Kyle Higgins, en fait, une forme de relaunch qui avait eu lieu où en fait les séries Power Rangers s'étaient divisées en deux. En fait, il y avait Mighty Morphin d'un côté et Power Rangers de l'autre, donc ils avaient pris ça pour faire un point d'entrée. Et là, depuis maintenant l'année dernière, en fait, ils ont republié le run de Kyle Higgins en intégrale. Et donc maintenant, on est à l'intégrale 3 passée ou même la 4 peut-être maintenant, ce qui fait que je crois la 4 c'est peut-être au début d'année. Non, parce que là j'ai le tome 3, je crois. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que on est dans l'inédit. Donc, il est en train de rattraper, en fait, toute la série régulière qui avait été faite chez Boom et qui d'ailleurs s'est conclue et a été relaunchée aussi récemment. Oui. Ou alors va se conclure plutôt en juillet là. Oui, c'est en juillet, c'est ça, ouais. Tout à fait. Pour imiter probablement la tactique adoptée sur les Tortues Ninja. Ouais. Et donc, ils vont faire d'autres Power Rangers puisque il y a quand même plusieurs volumes, il y a plusieurs séries différentes et un peu à la façon de Transformers et G.I. Joe il fut un temps, c'est une licence qui a été publiée chez Marvel il y a fort longtemps, Corentin. Oui, alors pas la même période puisque effectivement dans les années 80 Marvel était assez proactif sur les licences, en fait, les droits des personnages qui appartenaient à des studios de cinéma. Il y a eu les fameux numéros d'une à l'époque avec Bill Sienkiewicz, il y a eu les comics G.I. Joe. G.I. Joe et Transformers, c'est différent parce que Marvel était partie prenante en fait des séries animées Real American Hero et Transformers More Than Meets the Eye. Voilà. Il y avait un département de production chez Marvel Entertainment qui a travaillé avec les diffuseurs pour ce truc-là. Power Rangers, c'est plus lié à une sorte de proximité philosophique. C'est-à-dire que quand les Power Rangers se lancent, c'est parce que une ponte de chez Fox Kids valide le projet de Haim Saban de faire une série de Super Sentai aux États-Unis. Et en fait, cette nana-là avait justement permis de faire en sorte de monter la série animée X-Men 97 et les différentes séries animées X-Men de Fox Kids à l'époque. Donc on imagine qu'il y a dû y avoir des rapprochements de ce point de vue-là. Ceci étant, là, on parle que d'une série qui a quand même pas duré 10 numéros, hein. Dans les années 90, Power Rangers, c'était vraiment considéré comme un truc très étrange. Là où il y avait déjà eu Bioman en Europe, aux États-Unis, c'était encore considéré vraiment comme des trucs d'otaku odieux, hein, les Super Sentai. Parce qu'ils ont une culture du super-héros qui est très différente de la nôtre. Enfin, de la leur. Donc voilà, il y a eu 4 maisons d'édition, je crois, dans les années 90. Marvel en faisait partie. Et mine de rien, avec un roster créatif pas du tout dégueulasse, puisque c'était Fabian Nicieza au scénario, Scott Lobdell, l'infâme, en renfort, et Derek Robertson au dessin. Alors, c'est pas le Derek Robertson de Transmet ou de The Boys, mais ça reste quand même des gros noms, enfin en tout cas 2 gros noms sur 3, qui ont permis justement je pense de faire arriver ce projet-là, parce que généralement ce que fait Vestron, c'est ils prennent des comics à licence avec des gens talentueux qui ont travaillé dessus, et pour profiter des fanbases au niveau des consommateurs, et aussi parce que ça permet de remplir une bibliothèque quand on est collectionneur de l'œuvre de Nicieza, de l'œuvre de Lobdell. Oui, puis c'est quand même plus attirant. C'est quand même plus attirant aussi d'avoir des noms un peu reconnus sur certains volumes, quoi. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire maladroitement. Donc c'est une série qui ressemble beaucoup à la BD, hein, c'est une BD qui ressemble beaucoup à la série. Excusez-moi le manque de sommeil. Néanmoins, voilà, je pense que ça s'adresse vraiment précisément aux gros fans et aux nostalgiques du Marvel des années 90. C'est vraiment très très différent de la version Boom Studios, qui a eu une grande liberté pour réinventer, pour poser même de nouveaux concepts, pour en extrapoler énormément. Il y a un multivers des Rangers dans la série Boom Studios, il y a des crossovers, il y a des héros qui ont beaucoup évolué. Là, on est vraiment sur les versions classiques, l'équipe à l'ancienne avec Ranger blanc, etc. Donc voilà, je pense que c'est vraiment pour les gros fans. Peut-être y en a-t-il qui nous écoutent, mais n'hésitez pas, ça arrive tout bientôt. En novembre, hein, quand même. C'est en fin d'année. C'est bientôt. C'est pas tout bientôt. Alors, c'est le temps passe vite, mais quand même, on a un petit peu le temps de voir venir quand même, vu que c'est annoncé pour le mois de novembre 2024. Autre annonce plus curieuse pour le coup, puisqu'on va parler de manga. Est-ce que tu aimes les mangas, Corentin? Oui. Tu aimes quoi lire comme mangas en ce moment? En ce moment, récemment, j'ai relu une partie de Gantz, peut-être d'ailleurs qu'il faut le dire à l'allemand parce que c'est un mot allemand apparemment. Gantz, tu le dis avec l'accent. Que je trouve toujours aussi cool, même si ça a globalement mal vieilli sur pas mal de points, notamment le traitement des femmes. Relisez-le, c'est assez fascinant. Et du coup, j'ai enchaîné avec Last Hero Inuyashiki, que j'avais pas fini non plus. J'avais fini Gantz, mais c'était il y a très longtemps.
Donc voilà, lisez Gantz, il y a, comme Arnaud aime bien, du cul et du sang. C'est un peu la recette magique. Et des aliens qui découpent des humains comme si c'était des gros sacs de hachis parmentier. C'est de qui, Gantz? Je crois que ça s'appelle Oku ou Oka. C'est une sorte de gros nihiliste qui en fait utilise des modèles 3D pour ses costumes et après qui redessine par-dessus en BD, pas en dessin animé pour le coup, et qui ça parle en fait, si tu veux, de gens qui viennent de mourir, qui se réveillent au milieu d'une pièce où il y a une sphère noire qui leur dit vous allez chasser telle créature, qui leur donne des armes, et à partir de là se découpe un truc très 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 compliqué, très nihiliste, très complotiste, avec beaucoup de sang, avec beaucoup de trahison, avec beaucoup de morts. C'est une sorte de jeu vidéo ultra anxiogène et qui c'est vraiment ta cam en l'occurrence. Très bien. T'as oui. pas lu ça? Non, bah non. Bah, c'est vrai. Bah pour le coup, c'est voilà. Plein de retard partout. Surtout que là, moi, je suis en train de finir laborieusement quand même, mais de terminer vraiment ma lecture de Berserk. Je suis au tome 31 là, donc j'ai plus qu'une dizaine de tomes avant d'être à jour. Donc je pense que au niveau violence graphique et noirceur, c'est du même tonneau. Ouais. On les a beaucoup comparés d'ailleurs à une époque. Comme avec Clémor aussi ou quoi. Bon, bref, pourquoi on faire un hors-sujet là? C'était un sujet complètement, mais c'est parce que les gens, je suis sûr que les gens aiment bien savoir de quoi on parle. Parce que moi, je veux aussi dire qu'en ce moment, je lisais tu sais, gros placement de produits gratos, quoi, mais les mangas Elden Ring, parce qu'il y a le DLC qui sort très bientôt. Ça, c'est un placement de produit gratos. Ça. Ah, complètement. En plus, et même pas payé, et même pas rémunéré en plus, c'est ça qui est terrible. From Software, donnez l'argent, s'il vous plaît. Et ce que je veux dire, non, parce qu'en fait, il y a Manabooks qui sort un manga Elden Ring et donc ceux qui ont joué à Elden Ring savent très bien, donc énorme RPG en monde ouvert avec des combats de boss complètement. Oui, il y a un énorme scénario. Bah, après c'est de la narration très cryptique avec From Software, mais celle-là elle est quand même vachement plus accessible, surtout que tout le lore a été établi par George R.R. Martin. Donc quand même belle collaboration. Ouh là là. Mais justement quand ils avaient dit qu'il y avait un manga qui sortirait, je me suis dit mais comment est-ce que tu veux faire un manga Elden Ring, parce que bah quand t'as le jeu vidéo et que tu fais les combats de boss incroyables, tu te dis ça sert à rien de vouloir retransmettre ça par le dessin en fait, parce que tu le vis beaucoup mieux en jeu vidéo. Et au final au final en fait c'est une sorte de parodie, c'est-à-dire que ça se passe dans l'univers, il y a tous les personnages, il y a plein d'éléments de lore qui sont repris, sauf que c'est complètement parodique façon humour absurde. Par exemple, t'as un des boss qui s'appelle Godfric le greffé, je crois, qui en fait a un boss qui a plein de greffes en fait, qui se greffe des membres supplémentaires, et le combat est vraiment abominable quoi. Et en fait dans le manga en fait ils font un concours de greffe. Voilà, c'est tout. Ils disent on va se battre et tout. Non, on va faire un concours de greffe avec un jury et tout. Donc voilà, c'est plein de trucs très très cons comme ça. Mais merci George Martin. Mais pour le coup, je trouve que en fait c'est la meilleure façon de faire, parce que ça prend complètement le lecteur un peu par surprise au départ. Puis après tu dis mais en fait c'est hyper respectueux de l'esprit et du lore, et en même temps bah c'est complètement autre chose, et ça essaye pas de coller aux jeux vidéo. Donc vraiment ces 4 tomes là chez Manabooks, c'est vraiment trop cool. Et ils viennent de faire un manga Dark Souls aussi par des auteurs français. Et donc je l'ai pris et je l'ai reçu, et il faut que je le lise, et franchement je pense que si c'est possible je me permettrais, si tu me permets, un hors-série avec les auteurs s'ils ont envie, juste pour parler de Dark Souls en manga, tu vois. Tu veux dire pas dans le front. Non, pas dans le front. Tu fais ce que tu veux de ta vie, mon pote. Voilà, tout ça pour dire que en termes de manga, tu voulais qu'on fasse ça en 1h30 là, ça. Oui, c'est pour ça. Non, mais justement j'ai rallongé un petit peu, mais justement on parle de manga parce qu'il y a un manga DC Comics qui va sortir, parce que DC a fait un partenariat avec la Kodansha au Japon depuis quelques années, et il y a pas mal de mangas dont on avait entendu parler, dont le pitch avait l'air assez séduisant. Il y a quand même alors depuis ils les ont sortis en anglais déjà chez DC Comics. Oui, d'ailleurs j'ai lu un peu le Superman Gutter. Ouais. C'est Zarbos. Donc c'est vraiment Zarbos. C'est Superman versus Meshi, qui voit Clark Kent Superman devenir goûteur culinaire. En fait, il va dans des restaurants et il goûte les plats. C'est ça. Enfin, c'est le pitch, je sais pas. Oui, non, c'est littéralement ça. Il y a pas de combat, il y a pas de. En fait, c'est trop bien. De ce que je comprends du manga, il y a 40 000 sous-genres dans les sous-genres, et apparemment il y a un sous-genre de manga culinaire. Bien sûr, ouais. Mais vraiment spécifiquement sur la cuisine, tu vois. Oui, mais le but est pas de faire des food wars et compagnie, mais le goûteur solitaire de Taniguchi, quoi. Oui, non, mais là ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose. Là je parle vraiment, si tu veux, de trucs où tu prends des recettes de cuisine, quoi. C'est vraiment une évocation de la cuisine japonaise dans ce qu'elle a de plus incroyable. Et du coup, t'as un Superman tout poupon qui mange et qui fait tu sais, avec les exagérations japonaises, incroyable cette saveur de tofu et tout. C'est donc, comme surfer sur un océan de pâtes avec un surf en saucisse. Des gens qui surfent sur des sushis. Ouais, c'est ça. Bref, mais donc ça, on n'a pas encore de date pour une VF, mais par contre on a une date VF maintenant pour un autre de ces mangas qui s'appelle One Operation Joker. Donc en anglais c'était en japonais c'était OP Joker, je crois, oui. Un truc comme ça. Donc c'est écrit par c'est fait par Satoshi Miyagawa et Kaizuke Goto,
que je ne connais absolument pas. Une série qui a été publiée en 3 tomes maintenant au Japon. Et le concept, c'est quoi? En fait, il y a Batman et le Joker qui s'affrontent. Ils savent faire que ça de toute façon. Et en fait, il y a Batman qui tombe dans une cuve d'un produit rajeunissant qui fait qu'il devient un nourrisson. Il est rajeuni un nourrisson. Et là, Joker, il est bien emmerdé parce que son but, c'est quand même de prouver à Batman qu'il sert à rien et qu'il a besoin de son arch-némésis pour exister. Et pour ce faire, et pour à la limite lui-même retrouver sa raison de vivre, en fait, il décide de prendre le bambin là de quelques mois et de l'éduquer pour en faire le meilleur Batman. Mais oui, c'est comme logique. Ça, en fait, il pourra rétablir ensuite la dualité qu'ils ont entre les deux. Mais c'est logique. C'est ultra logique. C'est simple. C'est complètement what the fuck, mais et du coup, il se dit pas qu'il va être très très vieux le temps que Batman apprenne à se battre. Et... on s'en branle. C'est ta suspension de crédulité, s'il te plaît. Oui, non, mais donc voilà, c'est un pitch un peu barré. J'imagine que c'est aussi le pitch du Cosmic Ghost Rider de Donny Cates. Quelque part. Mais oui, si, le Rider va dans le passé pour tuer Thanos. Finalement, il se dit, en fait, non, je vais essayer de l'élever à ma façon. Finalement, Thanos devient le Punisher. Ouais, c'est ça. C'est ultra stylé. Mais là, ça a l'air quand même super weird, je trouve. C'est weird, donc c'est annoncé aux éditions Pika qui ont déjà publié des mangas DC. Il y avait le Batman Justice Buster en 2 tomes qui était sorti l'an dernier. Donc là, il continue et donc il y a One Operation Joker qui arrive en septembre et franchement, j'espère que ils feront aussi Superman versus Meshi à terme, quoi. Ouais, après pareil, je connais pas les auteurs et les artistes, donc je saurais pas dire si c'est bien ou pas bien. Ça me fait un peu penser à Beelzebub sur le papier, mais de très loin. C'est bizarre quand même. Enfin, ils veulent pas juste faire entre guillemets du Batman classique. Enfin, ils en ont fait. Mais ils l'ont fait. Il y avait le Batman et Justice League chez Kana, c'était de la merde. Hein. Désolé, ouais, mais tu vois, prendre un vrai grand mangaka, lui dire tiens, on te file là le pognon. Enfin, remarque, c'est vrai que ça coûte cher au Japon, mais bref. Bon, on verra. Hein. Moi, pour l'instant, je trouve que ça fait un peu vraiment placement de produit sur le Japon. Les trucs qu'ils ont fait jusqu'ici, à part les mangas de chats, de Captain Marvel et tout. Je suis content, tu vois, il y a Goose qui se balade avec plein de chats et qui fout du bordel. Tu vois, même en tant que fan de Marvel, je suis pas régalé, tu vois. En plus, c'est vraiment pareil, c'est un sous-genre énorme, le Neko manga. À cause de ma copine, du coup, je suis très au courant de ce registre. Et même dans ce répertoire-là, on peut faire mieux. Hein. À cause. Quoi? T'as dit à cause. Tu rejettes la faute. Copine. Oui, merci. Voilà. Merci chaque jour d'exister. Oui, et encore, t'es une pute à chat, donc. D'ailleurs, je suis fiancé, en fait. Ça va, les gars? Et bientôt, j'aurai un truc doré sur le doigt comme Sauron. Tu te soumets à tous les chats qui existent du monde. Dès que tu vois un chat, tu feras, il est trop mignon et tout ça, quoi. Putain. J'ai fait course avec mon daron, là, à l'épicerie de Buzenval, voilà. Il y avait un chat qui dormait sur un sac de riz. On a fait un câlin pendant 5 minutes. Après, j'avais une crise d'allergie, évidemment. Oui, parce qu'en plus, c'est le meilleur moment de ma journée. Ce qui est incroyable, c'est que le mec est team chat comme pas possible alors qu'il est allergique au chat. Bah ouais, c'est attraction-répulsion. Bref, du coup, les mangas, le Joker, Batman bébé. C'est parfait. La vie. Moi, j'irai tester ça avec grand plaisir à la rentrée prochaine. Sachant qu'ils le sortent, juste avant. Forcément aussi, le fait qu'ils sortent One Operation Joker, c'est parce que t'as un certain film Joker Folia 2 qui sort en octobre. Donc, forcément, tous les éditeurs qui peuvent essayer de s'y greffer d'une façon ou d'une autre vont le faire. Et sachant que, l'éditeur principal, ça reste Urban Comics, forcément, mais que parfois, voilà, sur le manga, il y a d'autres éditeurs qui peuvent y aller. Corentin, du coup, on parlait d'Urban Comics, et on va pas parler de Joker tout de suite, ni de Harley Quinn, mais d'abord, quand même, une grosse annonce qu'ils viennent de faire, c'est que c'est eux qui vont éditer les comics Universal Monsters, qui sont sortis chez Skybound / Image Comics, donc avec les 2 premiers titres qui sont déjà parus de notre côté, c'est-à-dire, alors je crois que le Frankenstein peut-être vient de sortir, d'ailleurs, sort en ce mois de juin, mais en attendant, pour l'instant, il y a le Frankenstein de James Tynion IV et Martin Simmons, donc l'équipe créative de Department of Truth. Et de Dracula, du coup. Ouais, mais je viens de dire Dracula à part. Ah non, t'as dit Frankenstein, je crois. Non, j'ai dit, je ne sais pas si Frankenstein, mais je crois qu'il est sorti en juin. Et j'ai dit donc, dans les 2 titres qu'il y a à venir, il y a le Dracula de Tynion IV et Martin Simmons, l'équipe de Department of Truth. Voilà. Et à côté, on a aussi la créature du lac noir, c'est écrit par Ramvé. Et je vais pas me rappeler du nom de l'artiste. Dan Waters? Et Dan Waters. Dan Waters, c'est un scénariste. Par Ramvé et Dan Waters, oui. Avec Michael quelque chose. Enfin, un bon dessinateur, en l'occurrence, je crois. Tu veux que ouais, voilà, bon, je vais en parler. Donc, j'ai juste retrouvé le nom de l'artiste de. Alors, on le sait, aux États-Unis, Skybound, en fait, est partenaire, Skybound est particulièrement Robert Kirkman, est partenaire des studios Universal Pictures, avec qui il a pitché 2 films. L'un de ces 2 films étant le film Renfield, qui est pas mal. Qui est pas mal, voilà, avec Nicolas Cage et Nicolas Hoult, les 2 Nicolas. Il y en a un qui a un H, attention. Qui du coup raconte un petit peu l'histoire du sidekick de l'assistant de Dracula, et on imagine que en plus il y avait déjà eu des signatures pour adapter des comics de Skybound comme
The Last Minotaur, ou un truc comme ça, j'ai oublié le nom, Kill the Minotaur. Donc ça fait un petit moment que cette relation-là, elle existe, et effectivement, elle se traduit aussi en comics, un partenariat qui marche dans les deux sens, puisque Universal a délégué la licence de plusieurs de leurs films classiques, puisque Universal aux États-Unis, c'est la maison des films d'horreur classiques, le Wolfman, Frankenstein, la Momie, Dracula, Boris Karloff, tout ça, Bela Lugosi, longtemps avant la Hammer, généralement on pense un petit peu comme étant le vrai foyer de l'horreur aux États-Unis, c'était d'abord Universal. Il y a eu deux écoles. Et donc voilà, il y a eu des comics qui sont apparus avec ça, Skybound on voit bien mais les moyens en allant chercher des équipes créatives vedettes. Et effectivement, c'est assez surprenant, mais pour une fois, c'est pas Delcourt qui va récupérer les droits d'un comics sur Skybound, c'est Urban Comics. Alors on imagine que ça tient du montage financier qui a été fait autour de ce partenariat. Ouais, d'une part, d'autre part, et je pense que c'est un peu comme avec World Rivals, c'est que, et je pense que, enfin, je vais pas parler à la place de Thierry Mornay, mais je pense que juste vu que c'est de la licence et pas de la création forcément, Ouais. je pense simplement que c'était pas forcément dans les cordes de ce que Thierry veut faire avec Contrebande. Certainement. Et alors d'un côté, une adaptation plutôt classique du premier film Dracula avec Bela Lugosi, de l'autre côté, une réinvention plus moderne de la créature du lac noir. D'ailleurs, ils ont bien dit du lac noir, t'as vu, j'avais pas. Ouais, c'est moi qui confonds toujours en disant parce que moi j'ai c'est toujours Black Lagoon en VO. Ouais, c'est Black Lagoon, mais moi je l'ai toujours traduit en lagon noir. Ouais. Parce que j'aime bien ce mot en plus. C'est les mecs de la VF de l'époque qui se sont foirés, mais du coup, à jamais maintenant, le copyright officiel, c'est lac noir en VF. Donc ouais, gros projet. J'avoue, je préfère plutôt, de ce que j'en comprends, l'approche de Ramvé. Elle est pas finie, la série, là. Non, moi, le deuxième numéro vient à peine de sortir. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais lu que le premier. Mais Martin Simmons qui fait du Dracula à l'ancienne, c'est quand même très cool aussi. Et puis c'est un partenariat pour l'avenir, puisqu'on sait que ça va continuer avec d'autres projets, probablement La Momie. Il y a eu Frankenstein, donc oui, on imagine que La Momie viendra. Probablement Wolfman aussi, plus tard. Et quelques autres monstres qu'on oublie de citer en général, parce qu'on n'est pas tous des experts de ce répertoire-là. Donc cool, chouette pour Urban. Ça fera du coup des belles sorties pour Halloween, qui est traditionnellement un mois dans lequel on met en avant les propriétés intellectuelles qui ont trait au genre de l'horreur. Voilà, le mois préféré d'Arnaud Kikou, parce que c'est là qu'il y a tous les films d'horreur pourris qui sortent au cinéma. Et Arnaud qui sextote pendant que je parle, c'est super respectueux. Toujours pas, non. Et et voilà, qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? C'est cool. Bravo Urban, bravo les auteurs. Ça sortira, bien entendu, au mois d'octobre prochain, puisque le mois d'octobre, c'est le mois des monstres. C'est exactement ce que je viens de dire. Et voilà, tu ne m'écoutais pas. Effectivement. Je plaide coupable, j'ai reçu un mail bizarre, mais c'est pour ça. Il faut que j'arrête de regarder mes notifications quand on enregistre les podcasts. En même temps, t'as une montre qui t'envoie tes notifs, frérot. T'as choisi cette vie de mec ultra connecté. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Tu me shame là, tu me techno-shame même. C'est terrible ce qui est en train de se passer dans ce podcast. Tu vas engager un débat, quel qu'il soit, sur les smartwatches, je suis chaud. Non, mais en fait, moi, en vrai, je devrais la porter que parce que moi, c'est juste pour avoir un suivi de mon sommeil que je l'ai prise. En vrai. C'est très con, hein. C'est juste pour une fonctionnalité, en fait, juste parce que j'essaie d'avoir un meilleur sommeil. Ou... Hein? Elle vibre? Elle peut vibrer. T'imagines, genre, t'as sorti sur un appel, comme ça, c'est... Bah, au moins, ça me permet de pas louper les appels. Puisque je suis jamais en vibreur, je suis en silencieux total, parce que sinon, j'aime pas, okay. tu vois. Donc, mais bref. Je comprends. Alors, qu'est-ce que je voulais dire pour passer la suite? On est toujours chez Urban Comics avec une autre annonce qui a été faite. Là, justement, on parle de Joker Harley Quinn qui arrive au cinéma. Donc, forcément, il y aura des sorties Harley Quinn. La première d'entre elles, ce que je voulais te laisser parler un petit peu là-dessus, c'est le Harley Quinn de Carl Kesel et Terry Dodson. Donc, c'est une série à l'ancienne, on va dire, ce qui est publié dans les années 2000. 2000, ouais. Enfin, c'est 2000 même, l'année 2000. Jusqu'en 2004. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Alors, la série Harley Quinn de Kesel effectivement et Dodson, c'est simplement en fait la première série Harley Quinn. C'est la première série solo, canonique, on va dire la première série solo, oui, mais techniquement t'as Mad Love qui est sorti avant. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est la première série régulière solo et surtout dans le canon DC Comics et pas dans l'univers DCAU. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas l'histoire, pardon. Dans le dessin animé Batman TAS, Batman la série animée, on invente le personnage d'Harley Quinn qui devait servir au départ pour un seul petit épisode et finalement le personnage plaisait bien à Bruce Timm et Paul Dini, ces deux inventeurs. Et au public, ouais. Et au public aussi. Le design était cool, elle s'imbriquait très bien dans l'esthétique générale de Batman TAS. Et Paul Dini, qui est un gros fan des Looney Tunes, s'était dit qu'il pouvait faire une sorte de dynamique façon sa cartoon avec le Joker et Harley. Donc le personnage reviendra, il sera très populaire, il deviendra l'héroïne de d'abord des épisodes Mad Love ou du comics Mad Love, je sais plus dans quel ordre ça s'est fait. Et ensuite, évidemment, DC Comics s'est dit, c'est dommage, ce personnage-là est populaire, les gens l'aiment bien.
faisons-en un vrai comics pour de vrai avec une grosse équipe créative. Et effectivement, Terry Dodson à l'époque, c'était un plutôt gros dessinateur. Donc ça l'est toujours. Ça l'est toujours, c'est vrai. Il produit moins en intérieur parce que forcément, il fait partie de ces artistes maintenant qui ont plus besoin de faire des planches intérieures pour bien gagner leur vie et tout ça. Ils font des couvertures, des commissions et puis ça leur suffit. Ils ont plus grand chose à prouver. Mais c'est pas lui qui a fait Adventure Man. Si, bien sûr. Ouais. 2 tomes chez Glénat, effectivement. Voilà. En fait, voilà, c'est aussi un truc qu'il faut dire. Si vous préférez la Harley Quinn de Bruce Timm, si vous préférez même celle de Conner et Palmiotti, c'est quand même assez différent. C'est-à-dire que au niveau de l'écriture, ça se rapproche beaucoup de ce qu'ont fait Palmiotti et Conner. Quand on dit qu'ils ont réinventé le personnage, oui, ils lui ont filé un gang, oui, ils ont été plus frontaux dans les blagues, les sous-entendus bisexuels, on va dire, et ils ont vraiment coupé Joker de l'équation. Mais par contre, au niveau du texte, c'est des petites aventures comiques, hors continuité, on va dire, parce que même si c'est en continuité dans l'univers, ouais, c'est pas non plus vraiment à considérer comme, enfin, il y a un numéro avec Superman, par exemple, qui peut pas être vraiment canon, tu vois. Par contre, il y a tout le roster de DC Comics qui y passe, c'est plutôt rigolo, c'est léger, c'est très années 2000, c'est vrai que DC à l'époque était plus ouvert justement à des trucs un peu plus sympas, des propositions graphiques un peu plus toon. Et là, en fait, moi, ma petite critique, c'est que je trouve que le costume et le style de Dodson, qui a une façon particulière de dessiner les personnages féminins, casse un peu le côté gamin de Harley qu'on avait avant et qu'on retrouvera avec Conner et Palmiotti ensuite. Ce côté vraiment dessin animé, tu sais, c'est proportion pas réaliste du tout. Alors que Dodson, lui, voilà, il a une façon de dessiner les femmes plutôt sexy, oui, voilà, pin-up. C'est une question de goût. Certains aiment, d'autres n'aiment pas. Moi, j'aime bien en général Dodson. Là, je trouve que juste, voilà, ça, c'est plus dans son jus par rapport à son époque. Et d'ailleurs, ça finira par changer parce que s'ils font la série complète, à un moment donné, c'est Mike Huddleston qui reprend les dessins vers la fin de la série. Un Mike Huddleston pas du tout connu à l'époque et qui fera justement lui plutôt un truc entre Bruce Timm et Eduardo Risso. Et c'est graphiquement ma meilleure partie de la série. C'est peut-être d'ailleurs une de mes Harley préférées au niveau esthétique avec celle de Sean Murphy évidemment. Donc plutôt une bonne BD si vous aimez effectivement. C'est pareil, là, ils avaient annoncé le comics Empereur Joker, je crois. Celui où il s'évade de prison, et pareil, c'est un dessin qui est ultra toon, c'est un truc de Chuck Dixon, j'ai oublié, on en a parlé en front page. C'est exactement le même esprit, tu vois, c'est ce côté, à l'époque d'essai, pour eux, le Joker et Harley, c'était vraiment l'héritage TAS, c'était vraiment des personnages très comiques, on pouvait s'éclater, pas besoin de réinventer la roue à chaque fois, donc voilà, et pareil, il y a Ivy, il y a une émancipation par rapport au Joker, il y a les Yen, il y a tout ce que vous voulez, c'est très Harley, quoi. Très bien, merci beaucoup Corentin. À note aussi qu'ils font une réédition en Urban Blast, tu sais, du Harley Quinn Breaking Glass de Mariko Tamaki et Steve Pio, qui est bien, et j'imagine que ça permettra à ceux qui étaient passés à côté lors de la précédente édition en Urban Link, le label Urban Link, de reprofiter dans un autre format. Ça c'est beaucoup plus sérieux par contre, c'est vraiment de la fiction adolescente très bien écrit. Ado Young Adult. Ado Young Adult, c'est très joli, c'est vraiment très très beau. Pareil, c'est peut-être l'un des meilleurs trucs qui a été fait avec Harley. C'est un super en tout cas pour ce lectorat qui n'est pas forcément adepte de la blague. Franchement, hyper bien. Hyper bien. Et là, par contre, à mon sens, un choix plutôt pertinent par rapport à la sortie de Folie à 2, puisque ça reste un bon récit, très accessible, en mode récit complet, qui présente le personnage dans un contexte particulier, qui est pas forcément en canon avec le reste. C'est une façon de voir le personnage, mais qui est super solide. Mais c'est peut-être plus proche de ce qui va être fait de Harley dans Folie à 2, dans le sens où ça a pas tout à fait l'air d'être la version. Elle s'appellera pas Harley non plus apparemment. Ah ouais. Donc, de la même façon que, enfin, c'est Arthur Fleck. C'est pas Jack Napier, c'est vrai. Tu vois. Allez Corentin, on passe du côté de la VO. Il y a eu pas mal d'annonces. Plutôt cool d'ailleurs en plus, franchement, quand tu vois en fait là je regarde les équipes créatives à chaque fois, tant qu'on n'est pas dans la partie Marvel, ça va être très très cool. Désolé, balle perdue. Mais première annonce, c'est le retour au créateur own de Daniel Warren Johnson, mais il n'est pas tout seul cette fois parce qu'il va écrire un titre qui sera dessiné par un autre artiste que à titre personnel j'affectionne particulièrement. Donc c'est Daniel Warren Johnson et Riley Rossmo qui a fait un titre chez Vertigo dont personne ne parle plus, qui s'appelle Deathbed, que moi j'ai vraiment toujours gardé en tête parce que je le trouvais vraiment fabuleux en termes d'aventure, de récit d'aventure, qui avait un propos métafictionnel sur l'aventure en tant que telle, le registre c'était vraiment super bien et je pense que ça restera inédit à jamais, hélas, mais voilà, si vous avez c'est ton Spaceman à toi, mais je pense que c'est plus, allez vas-y. Alors je suis vraiment désolé, c'est parce que c'était, je sais plus qui était le scénario, je me demande si c'était pas Joshua Williamson d'ailleurs, mais c'est Deathbed, il y a moyen, je sais où il y a moyen, attends,
Non mais vas-y, parle, je vais regarder moi. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est quand même que le dessin de Riley Rossmo, il est aussi assez particulier à appréhender, parce qu'on essaie un peu... Ouais, franchement, il y a de l'abus quand même quand on dit ça. C'est pas... Enfin, c'est facile Riley Rossmo à lire. Ça dépend. Après, ça dépend ce qu'on lui donne à faire, mais tu te rappelles que par exemple, les Legend of Super Heroes de Bendis qu'il avait fait, c'était illisible. Je pense qu'il avait pas envie, ça, en fait. Ça sentait la déconcentration, parce que quand il est justement créa original, c'est rarement... Eh ben, c'était bien Williamson. Ah, tu vois, ouais. C'est rarement... Là, on voit les premières planches, ça n'a rien à voir, tu vois. Par rapport au côté granuleux ou faussement manga de sa Légion, là, c'est vraiment... c'est rond, c'est joli, c'est propre. Batman Shadow était pas mal aussi. Le Riley Rossmo et Scott Snyder, si je dis pas de bêtises. Ouais, Steve Orlando, Scott Snyder. Et puis, qu'est-ce qu'il avait fait d'autre? Constantine the Hellblazer. Bon, là, c'était peut-être plus justement dans ce côté granuleux. En fait, ça dépend vraiment de comment il s'ancre. Mais donc, pardon, tu voulais peut-être décrire le pitch? Ouais, c'est non, je veux dire ce qu'il avait, il a fait quand même le Harley Quinn aussi en période Infinite. C'est lui qui s'occupait des débuts du relaunch de Stephanie Phillips. Ouais, ça je ne regarde pas un truc. Non, Martian Manhunter, ça c'était vraiment bien par contre. Ouais, inédit aussi par contre. Ouais. Martian Manhunter qui est un projet de maxi série, pense un peu pour être le pendant Mister Miracle en fait, mais avec Martian Manhunter. C'est vrai que c'était vraiment super chouette, mais c'est vrai que c'est un personnage un peu obscur, le limier martien. Ouais. Auprès du lecteur. Auprès du lecteur. Oh. Ah bah quand même. Ah bah. Vous pouvez nous dire dans les commentaires si vous... Attends, il est dans Supergirl, il a été dans la Snyder Cut, et dans le dessin animé GLI, c'était quand même l'un des meilleurs persos. Ouais, je suis d'accord, mais c'est pas pour autant que en termes de comics, ça peut forcément se traduire. Et dans New Frontier, merde. C'est vrai, il est dans New Frontier. Mais tu sais que puissant en plus, il est trop stylé. Mais Darwin Cook, tu sais, je crois qu'on en avait déjà parlé. En fait, c'est quelqu'un que tout le monde connaît, que tout le monde y aimait, mais en fait, en termes de vente en librairie, c'est pas forcément en adéquation. C'est un petit peu triste. Mais donc, pour revenir à l'association de ces deux très grands artistes, sachant que Riley Rossmo sera en plus mise en couleur par Mike Spicer, qui est donc le coloriste de Daniel Bryan Johnson. Oh. Qui fait toujours un très bon travail, et ils bossent ensemble sur une série qui s'appelle The Moon is Following Us. C'est un titre de SF / fantasy, on va dire, où en gros c'est un couple dont la fille va être capturée par une organisation qui s'appelle la Cascade, The Cascade, et en fait ils vont s'associer à différents personnages pour aller la délivrer. C'est un pitch un peu très basique pour l'instant, mais c'est surtout que c'est qu'en fait quand on voit les planches de Riley Rossmo, on voit que effectivement c'est vraiment très fantasy avec des grands châteaux. Enfin bon, je vais pas dire Dark Souls, mais quand même. Oh non. Si le château là, attends, je te montre. Je t'allume. Tu as lu Berserk, on est d'accord. Je t'allume Elden Ring. Tu as lu Berserk, on est d'accord. Il y avait un monde avec des châteaux fantasy. Tu connais Frazetta, Frank Frazetta, ça te parle un peu? Tu connais Tolkien? Bah oui, je connais Tolkien, oui. Tu connais John Howe? Bah voilà. Laisse tomber. Non, mais voilà, donc tu connais Jules Verne? Tu connais Homer? T'as un crapaud avec un machine gun, tu vois, avec un sniper, donc ça mélange quand même pas mal de... Ouais, ça pourrait faire un peu... comment ça s'appelle? Ah, le jeu de... Merde, Fortnite. Aussi un peu. Fortnite. Mais dans le côté coloré, débile, c'est un peu Arsenal rose bonbon et tout. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je suis ultra chaud malgré la couverture de Daniel Bryan Johnson. Tu vois le couple qui se bat, enfin l'ensemble qui se bat, et ça tranche des têtes et ça tire du fusil. Il y a un serpent géant avec un bateau. Ça fait très jeu vidéo. Ouais, peut-être, je sais pas, mais ouais, je t'avoue que j'ai pas du tout pensé à une esthétique jeu vidéo en voyant les planches, mais juste sur le principe, de toute façon, que Daniel Bryan Johnson a toujours montré qu'il était un très bon auteur. Riley Rossmo, c'est un très bon artiste. À mon sens, on est quand même parti pour un nouveau Focus Pulps là-dessus, je pense clairement. Bah moi j'aime bien Rossmo, j'aime bien Johnson, j'aime moins quand Johnson n'écrit pas ses propres histoires. Enfin, je veux dire, ne dessine pas ses propres histoires, comme pour Jurassic League, qui était quand même un peu une petite déception personnelle. Oui, mais c'est Jurassic League aussi, c'est non seulement il écrit pas, enfin il dessine pas la propre histoire, mais en plus c'est quand même un titre de commande pour DC avec la Justice League Dinosaur. T'es pas... Non, c'est Gideon qui a proposé le titre. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas... Attends, mais la Justice League Dinosaur, moi, ça me fait kiffer de ouf. Non, on est d'accord que beaucoup ça te fait plus kiffer que les châteaux à la con. Alors, ça, c'est parce que t'as... Et les hommes crapauds. C'est parce que parfois t'as mauvais goût, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même compliqué. C'est compliqué de faire quelque chose de brillant avec des Justice League Dinosaures. Attends, mais il a fait un truc brillant avec un aigle humanoïde qui a un bras en métal. Parce que c'était une créa originale. Bah, ça reste brillant.
Et les mecs qui jouent de la musique pour invoquer des mammouths, bah, c'était brillant aussi. Oui. Voilà. Mais sauf que là, on parle de trucs préexistants. Et les catcheurs, les catcheurs. Non, mais si t'avais un groupe de justiciers dinosaures, ok, mais là, vu que c'est relié à DC Comics, bah, de toute façon, t'as aussi des validations et tout ça, donc tu peux pas faire tout ce que tu veux. Et je pense que... C'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que Jurassic League, si c'était pas DC, que c'était juste une troupe de dinos justiciers, tu pourrais faire des trucs beaucoup plus, je pense, fun et surtout aussi. Non, mais c'était fun, hein, mais c'était ça restait fun, mais c'était pas exceptionnel. C'était pas extraordinaire. Oui, c'était pas extraordinaire. Non, après, moi, je suis chaud. Voilà, mais j'ai pas grand chose de plus à ajouter dans la mesure où je demande à voir. Tu demandes à voir. Eh bien, nous verrons ça à la rentrée prochaine, puisqu'en ce moment, bah, il y a pas mal d'annonces qui concernent les titres qui arriveront en septembre prochain. Rick Remender de retour chez Image également avec The Tin Can Society. Corentin, je te laisse la parole. Oui, il va pas être tout seul d'ailleurs, si tu peux voilà. Rick Remender, donc on a vu Rick Remender qui est un peu en agitation frénétique. Il a un peu de mal d'ailleurs pour moi à trouver son tempo. Enfin, le truc avec Bengal c'est cool. Comme dans Whiplash. Le truc avec Bengal c'est cool, je disais, et le truc avec non, c'est rincé là. C'était une bonne référence. Ça fait 10 ans qu'on l'a fait cette blague. Arnaud, t'es pas sympa. Tu à la page là. T'es pas sympa. 35 ans bientôt. Donc pareil, les blagues sur les inconnus, faut qu'on arrête un jour. Hein. Non, par contre, ça, non. Donc, qu'est-ce que je disais? Putain, j'ai complètement perdu. Oui. Avec Peter Warren, Francesco Mobili. C'est ça. Le machin Lullaby avec Bengal, il est cool. Sacrificer, c'est vraiment pas mal. Par contre, le machin de skate, là, c'est vraiment, c'est pas terrible. Et on voit qu'en fait, il a vraiment envie de mitrailler, quitte justement à accepter des projets où il est entouré de plein de gens, comme pour Holy Roller avec les comédiens américains, là, Adam Sandberg et tout. Donc là, alors, effectivement, Warren Peter Warren, pardon, qui est un scénariste de cinéma. Toi qui es fan de films d'horreur, t'as vu les Unfriended? Ouais, c'était pas mal. Eh ben, c'est lui qui... Je trouvais que le concept était vraiment sympa. C'est lui qui les a écrits. Voilà, il a aussi écrit les épisodes de la série C. L'histoire, là, en l'occurrence, parle plutôt de handicap, c'est-à-dire que c'est l'histoire, enfin, c'est le principe d'un monde dans lequel on a réussi à aller très très loin au niveau des prothèses technologiques. Un milliardaire un inventeur de génie qui a fait fortune grâce à ces machins-là, parce que lui-même était handicapé. Il a créé des prothèses pour permettre d'avoir une meilleure mobilité, etc. Il les a commercialisées, il est devenu très riche, mais il s'est dit, c'est bien d'être riche, c'est encore mieux de combattre le crime grâce à mes prothèses cybernétiques. Donc il va dans la rue, il combat le crime, et un jour, il se fait schlass. Et du coup, ses copains viennent à l'enterrement et ils disent, mais qui c'est qui l'a schlass? Et en fait, ils vont essayer de comprendre qui c'est qui l'avait schlass. Et ils expliquent, tu parles comme ça. Ils expliquent, parce que tout est dans la news. Il explique que, Rick Remender explique que l'objectif, justement, c'est de parler un petit peu de cette thématique qui est relativement rarement abordée dans les comics de super-héros. Et aussi d'utiliser une méthode qui est pas tout à fait nouvelle, qui est de récupérer les codes d'écriture du roman, ça, de Stephen King. Donc le roman avec le clown qui traumatise une bande de gamins, le Losers Club, qui pensent l'avoir éliminé, ceux qui se retrouvent 20 ans plus tard à devoir à nouveau affronter le clown. Et on met en opposition ces deux générations, qu'est-ce qui leur est arrivé, rappelle-toi quand j'étais gamin et tout. Exactement comme 20th Century Boys et Die de Kieron Gillen. Là, c'est vraiment, ils assument, hein, ils revendiquent la paternité de ce truc-là, ils disent, c'est ça, mais oui, avec aussi, des codes de super-héros et un propos sur le handicap. Alors ça peut être pas mal, pourquoi pas. Là, tu vois, vu de loin, ça fait un peu gloubi-boulga, un peu fourre-tout, mais tel quel, effectivement, c'est un propos qui est de fait rarement évoqué. Les héros handicapés, il y en a. Enfin, handicapés, les héros qui sont PMR, il y en a quelques-uns, comme Charles Xavier ou les super Spider-Woman là qui a des béquilles, mais c'est pas non plus ultra fréquent. Et il y a aussi le comics de Mark Millar supérieur. Mais à part ça, là, donc c'est plutôt cool si Remender va sur ce point-là. Je pense que c'est vraiment pour débloquer un partenariat avec Peter Warren qu'il a monté ce projet-là. C'est peut-être même pas une idée à lui. Hein, peut-être un projet transmédia. Là, voilà, parce qu'il a Giant Generator, hein, son label chez... putain, merde, la voilà. Chez Image Comics. Je pense qu'il a besoin de l'alimenter aussi, quoi. Donc on verra bien. Ça sent quand même moins le gros projet Remender que Sacrificers, à mon avis. Ouais, ça me fait un peu penser de ce même à certains projets que Kirkman faisait pour Skybound, où en fait il donnait un pitch, il confiait à une autre équipe créative, et il y avait notamment ce titre qu'on avait chroniqué où c'était justement le super-héros dont le père est en fait est atteint d'Alzheimer, qui parle un peu furtif, voilà, qui parle aussi un peu de handicap, quoi. Et ça me fait un peu penser à ce type d'approche, tu vois. Mais après c'est peut-être juste aussi que c'est, vu qu'on parle de super-héros de ça, peut-être que c'est simplement aussi le Peter Warren qui n'a pas les moyens de faire son film et veut le faire en comics aussi, quitte à ce que ce soit un peu un proof of concept après à démarcher un studio complètement intéressé. Ça fait très film Netflix en plus vu de l'extérieur. C'est que si on n'a pas l'équipe créative et on n'est pas au courant que c'est des gens bien,
le côté milliardaire qui combat le crime et qui se fait tuer, et ses potes à la Stephen King reviennent dans le présent pour l'aider. Ça fait un peu accumulation de trucs qu'on a pris à droite et à gauche, comme les comics de Mark Millar d'ailleurs. Donc les Lamentins. Avec les Lamentins, voilà, c'est ça. Mais ça, ils poussent des petites boules. Alors, handicapé, super-héros, Stephen King. Allez, c'est bon, on a le concept. Je mélange. Ça fera un super épisode des Griffins. Je prends une touche de handicap, je mets dans le four avec les super-héros, et qu'est-ce que ça nous donne? Une fricassée de... Comment il s'appelle celui qui a cet accent-là, putain, merde. Mais c'était Maïté. Enfin, t'as essayé de quoi? Oh là là. Je l'ai pas bien fait, quoi. Je croyais que tu partais sur un autre mec qui a l'accent du Sud, qui fait des cours de... Non, on s'est fait engueuler pour la dernière émission. Il y a quelqu'un qui nous a dit dans un commentaire, si vous voulez des cours pour l'accent corse. Qu'est-ce qu'il a, mon accent corse? Il était pas assez bien. Qu'est-ce que tu racontes? Et il était pas bien. Il est pied noir, ton accent corse, là. Mais écoute, il était pas bien. Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? À chaque fois qu'on fait les accents, Arnaud s'approche dangereusement de la cancel culture. Là. Plus qu'on va dans le sud, c'est tout. Très, très dans le sud. Qu'est-ce que je voulais dire? On continue du côté de l'indépendant avec une autre autrice qu'on aime beaucoup par ici, c'est Maria Llobet, dessinatrice et autrice complète espagnole, qui revient chez Image Comics avec, je vous le donne en mille, du comics où dedans il y aura petit A du cul et petit B du sang. Arnaud, il est content. Oui, ça, moi, c'est sur la pull list. Ça coche mon bingo comics. Et notamment, en plus, avec une histoire de romance avec des vampires. Donc vraiment, tu peux pas faire plus explicite en termes de cul et de sang, puisque en plus, la figure du vampire en tant que tel est souvent... incarne le désir, l'appétit, voilà. La passion sulfureuse, l'interdit sexuel. Voilà. Et ce, depuis les débuts. Depuis tout le temps. Depuis que ça existe. Et donc dans ce titre-là, en fait, on s'intéresse en fait à un clan de vampires qui se retrouve après que en fait, on va dire le chef des vampires, la sentinelle en fait qui veille sur l'ensemble du monde surnaturel a été assassiné, et c'est Carnelia qui souhaite le venger. Le problème, c'est que c'est une junkie au sang, c'est-à-dire qu'elle a pas, c'est pas simplement qu'elle a besoin de sang pour se nourrir, c'est juste qu'elle est accro à ça. Ouais, c'est une alcoolique quoi. C'est un peu ça, on peut le voir. Bah, sauf que l'alcool techniquement, ça te nourrit pas non plus, tu vois. C'est un peu particulier, mais vraiment, c'est dire que... Il y a du houblon dans la bière. C'est pas pour autant que ça va te nourrir non plus. Il y a du polyphénol dans le vin. Et donc, en fait, c'est juste que elle était dans une cure de détox, on va dire, ce qui fait qu'en fait, Attends, parce que j'essaie de comprendre, tu dis c'est une junkie, mais la drogue non plus, ça te nourrit pas. Hein? La drogue non plus ne te nourrit pas. Ouais, mais là, oui, mais pour les vampires, le sang les nourrit, tu vois ce que je veux dire? Sauf que là, elle est accro en plus, c'est-à-dire qu'elle veut en boire plus que de raison. Elle est boulimique. Peut-être, c'est comme ça. Eux, ils le présentent vraiment comme l'addiction en tant que telle. Je voulais juste te faire chier, pardon. Et c'est réussi. Et concrètement, en fait, au début parce qu'il y a des premières pages qui ont été présentées au début, en fait, comme elle fait sa cure, en fait, elle vieillit. Enfin, elle est présentée comme une dame super âgée parce que justement, c'est le sang qui leur permet de garder leur apparence de jeunesse éternelle. Et au début, en fait, elle va regoûter un verre de sang. Et a priori, sa quête de vengeance va être perturbée aussi par le fait que elle risque de se laisser complètement dépasser par son addiction. Donc c'est vraiment en fait le thème de l'addiction, parce que Marriott dans le communiqué de presse dit que on parle toujours avec les vampires de cette soif, de ce désir, de ce besoin de se nourrir. Elle dit ok, mais en fait si là pour le coup elle est vraiment juste addicte complètement. Donc c'est ce penchant là qui sera abordé, d'autant plus que troisième élément, c'est qu'elle va s'occuper en même temps, elle est en charge d'un mortel dans toute cette histoire. Donc il y aura de la romance aussi. Sur les couvertures, on voit que ça part un peu en triangle amoureux ou en plan A3 selon la configuration qu'on préfère. Et comme donc, de la romance matinée de dark fantasy, d'un peu d'horreur par Maria Llobet, qui est une experte là-dedans, qui avait déjà fait en plus des histoires de vampires avec le Heartbreaker dans le Doggy Bags Heartbreaker à l'époque. En Espagne, je crois qu'elle avait déjà fait une histoire de vampire façon plus manga pour le coup, avant qu'elle trouve son coup de crayon définitif. Et donc, moi, je suis chaud. Moi aussi, ça confirme en plus que Image Comics considère vraiment Llobet comme une vraie star en devenir, que encore une fois, comme on a déjà pu nous le dire et d'autres artistes l'ont répété, enfin même dit avant nous évidemment, il y a un intérêt, il y a d'autres publics à conquérir que les super-héros, les fans de SF ou les fans de comédie, ce qui sont un peu les trois grands genres qui tiennent le marché mainstream depuis quelques années, même depuis toujours. J'imagine que ce public-là justement va plutôt taper dans ce genre d'œuvre un peu plus rare, parce qu'effectivement les comics mainstream défendus chez Image
avec de la romance gay ou de la romance tout court d'ailleurs. Il y a les œuvres de Stéphane Seji qui sont éditées en roman graphique, mais c'est pas non plus 150 trucs qui sortent tous les mois. Quelque part, on peut même d'ailleurs trouver curieux qu'elle aille chez Image Comics alors qu'elle a été plutôt plus ou moins déterrée aux États-Unis par Boom Studios. Moi, voilà. Peut-être que ça lui réussit plus, en termes de contrat, ce genre de choses. Tout à peu probablement, oui. Ce thème de l'addiction, je trouve intéressant parce qu'en fait, il traverse même d'autres œuvres de Yobet, notamment Crave. Crave qui parle aussi d'addiction aux réseaux sociaux. Ouais, c'est une autre forme d'addiction. Hein. D'incapacité à s'empêcher de consulter son téléphone ou sa smartwatch. Donc voilà. Tu viens de faire un trou dans le mur avec cette balle perdue là. Même dans Faithless, il y avait déjà ce côté l'incapacité de contrôle de ses pulsions sexuelles. En l'occurrence, c'était vraiment très frontal de ce point de vue-là. Donc c'est cool. Moi, ceci dit, je serais pas inintéressé de la voir peut-être migrer vers d'autres façons de faire. Parce que comme tu dis, elle sait faire du cul, elle sait faire de l'horreur. Il y a plein de registres à explorer parce que c'est très riche l'horreur. Mais ça, elle pourrait aussi surprendre en allant vers un comics qui serait justement plus calme ou peut-être non mais Arnaud dit je t'attends pour dire non mais t'as déjà eu plein d'histoires de cul et d'horreur avec Maria Yobet. Moi j'en ai jamais assez. Oui, mais artistiquement pour évoluer il faut aussi chercher à conquérir de nouveaux sujets et tout. J'étais assez intéressé de l'avoir travaillé avec Tanyon Ford sur le numéro de Thessalie dans le Sandman Universe. Peut-être que ça pourrait être une piste de réflexion, peut-être qu'elle aurait un truc à dire, pas forcément sur les super-héros, mais une série Satana en Black Label par Maria Yobet, ça pourrait être par exemple très intéressant. Quitte à ouvrir justement la porte à des scènes plus graphiques. Mais c'est pas possible parce que dans le Black Label, tu peux... Ou alors à des scènes où Satana prend un mec par le col, il l'emmène dans sa piole et puis elle ferme la porte pour qu'on voit rien parce que les petits enfants, tu comprends. Mais voilà, tu vois, il y a des trucs à faire qui seraient intéressants. Dans l'absolu, moi je reste toujours client de sa bibliographie. Crave, c'était super bien. Donc ouais, avec plaisir et beau gosse pour Eric Stephenson qui a réussi à la récupérer un peu sur un coup de poker en l'invitant dans la Image point d'exclamation. Alors qu'elle avait quasiment rien fait chez eux. Donc bien joué Eric, tu es toujours l'un des meilleurs du marché. Ensuite, on va passer du côté de DC Comics, oui, avec une annonce assez surprenante pour le coup. Plastic Man No More, c'est un nouveau titre en Black Label. Alors le DC Black Label, souvent on en rigole parce qu'il y a quand même eu beaucoup de séries sur Batman qui sont publiées là-dedans, sur Batman et par ailleurs sur les affiliés en fait. Oui, sur Joker, sur Harley, sur Catwoman. Mais de temps en temps, parfois ils font des petites sorties. Alors on a eu récemment, ils avaient annoncé le Jenny Sparks, on a eu du Swamp Thing, on a eu les Rogues, on a eu Zatanna justement qui a été annoncé. D'ailleurs Zatanna, je crois que ça sort ce mois-ci. Et donc là, ils vont chercher vraiment un personnage alors qui a un peu une sorte de chouchou d'une niche de fans, c'est Plastic Man, de son vrai nom Hill O'Brien, donc un ancien voleur qui a un accident et qui en fait a des capacités de transformisme et qui peut prendre les apparences de tout et n'importe quoi, popularisé notamment parce que Gail Simon en avait fait une très bonne utilisation. Popularisé grâce à Kyle Baker surtout. Kyle Baker plutôt. Ouais. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est Gail Simon qui. D'accord. Non, ça a gagné un prix le volume de Kyle Baker. C'est considéré comme un chef-d'œuvre des comics. C'est un truc énorme. Eisnerisé alors. Je crois que c'est Eisnerisé. Donc Kyle Baker, moi c'est vrai que j'avais le souvenir, c'était Gail Simon qui avait continué en tout cas dans cette trend aussi. Oui, certainement. Ouais. Mais voilà, enfin un personnage notamment qui peut être super drôle en fait parce qu'il est capable de faire tout et n'importe quoi. Vraiment, en fait, ça illustre vraiment le fait que la seule limite, en fait, ce sera l'imagination de l'auteur et de l'artiste. Mais sauf que d'habitude, c'est plutôt dans des registres un peu foutraque, un peu comique. Et là, en fait, c'est Christopher Cantwell qui décide au Black Label de dire, vous vous rappelez, moi, j'ai fait The Blue Flame. C'était je connais absolument pas ça. Donc j'ai fait ce Blue Flame, super héros dépressif, fin de l'humanité machin. Donc voilà, moi on m'a dit Plastic Man, c'est un héros comique. Non, on va faire quelque chose de super sombre, du polar. Alors ils avaient dit du hard boiled Plastic Man noir, c'était la formulation dans leur communiqué de presse. Où en fait ça va être la mission de trop pour Hill, qui va être en contact avec un composé qui a priori c'est un composé qui détériore le plastique et donc qui va entraîner une lente une déchéance en fait, une lente désintégration de Plastic Man, qui voit donc ses jours compter et qui va essayer de se rabibocher avec son fils qui est a priori en train de partir sur une mauvaise pente. En plus d'avoir hérité ses pouvoirs, visiblement il a aussi hérité de ses mauvais penchants, on va dire, pour le crime. Et Cantwell qui dit vraiment que l'idée lui est venue
parce que déjà pour lui Plastic Man, malgré le côté cartoon de ce qu'on peut dire, pour lui c'est du body horror, ce qui techniquement est vrai aussi, hein, parce que c'est vraiment de la déformation des corps à outrance, et parce qu'il avait vu un reportage en fait sur vraiment comment les plastiques se désagrègent dans la nature, donc un processus qui est très 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 lent, et en fait et lui il veut vraiment appliquer ça au personnage de Plastic Man. Donc il y a quelques planches où tu vois vraiment effectivement ça a l'air un peu chelou, parce que c'est tout son corps qui commence à fondre, à devenir visqueux, enfin voilà, ça a l'air un peu particulier, et je suis super chaud sur le principe, hein, on verra bien ce que ça donne, mais je trouve que l'idée elle est hyper intéressante d'avoir ce point de vue là, et pour le coup on a quand même aussi du Black Label avec un personnage vraiment là qu'on n'a pas l'habitude de voir, d'ailleurs même dans le canon, hein, en général ça fait la dernière série Plastic Man c'était Guy Salmon justement, et ça fait très longtemps, ça fait plusieurs années que le mec a pas eu de nouvelles séries ou même un one shot, donc l'un dans l'autre je trouve que c'est assez enthousiasmant de voir ce projet voir le jour chez DC. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? J'ai plein de trucs à dire. Moi après je suis un gros fan de Cantwell, donc ça me fait évidemment très plaisir. J'aime beaucoup Plastic Man, surtout pour le travail de Baker, aussi pour sa petite prestation dans les comics de Frank Miller, puisque Plastic Man est dans Batman, Dark Knight Strikes Again et de Frank Miller, où justement il est considéré un peu comme une sorte de boss de fin, où il dit non mais en fait Plastic Man il pourrait tous nous tuer s'il voulait, mais heureusement il est fou. Et on le voit aussi dans le Star Batman et Robin The Boy Wonder avec Jim Lee. C'est un personnage qui est assez intéressant parce qu'en fait déjà il est assez ancien, c'est un peu le grand-père de tous les Deadpool, de tous les héros comiques du comics américain, avec l'humour slapstick. Il a été introduit assez tôt et c'était d'entrée de jeu une proposition rigolote. Mais surtout, moi, en voyant cette news, j'ai pensé à une interview que Cantwell avait donnée, qui m'avait servi de matière pour ma review de Everything, où il explique que, déjà, il a des gros problèmes d'antériorité, hein, Cantwell, que, en fait, c'est un gros fan de The Mask, le film et le comics, et qu'il a souvent proposé à Hollywood, en fait, de faire un The Mask 3 ou un The Mask 2, si on considère que le film Le Fils du Masque n'existe pas, ce qui est le cas, où il reprendrait Jim Carrey, mais où il en ferait un film de body horror. Il a dit genre j'aimerais bien faire un film The Mask qui serait la suite de la comédie rigolote avec Jim Carrey et Cameron Diaz, mais où on applique les codes de John Arcudi dans les comics The Mask. Puis moi je me rappelle très bien que même dans le premier film avec Jim Carrey, quand il a le masque et la première transformation, elle est impressionnante. Enfin pour le gamin que j'étais, moi ça m'avait fait peur en fait. C'est sûrement ce qui reste de plus proche des comics, tu vois, mais par contre la BD c'est vraiment du Lobos, Big Ed c'est un enfoiré, c'est un malade mental et tout. Et en fait lui c'est ça qui l'intéressait, c'est-à-dire que prendre cette espèce d'image de héros comique pour enfants et le dévoyer en faisant un héros plus horrifique, un truc plus sale, plus sadique et tout. Donc ça m'étonne pas du tout qu'il aille dans cette direction avec Plastic Man. Je suis très content parce que c'est encore une fois un héros assez mésestimé à mon sens, qui a beaucoup de potentiel. Ça fait des années qu'on dit que le Black Label ça devrait être un truc qui permet d'explorer justement des pistes qu'on ne peut pas explorer dans les comics mainstream, comme par exemple quand Ram V vient faire son comics Aquaman. Tu vois, on est très content de se dire enfin de la SF aquatique avec Aquaman, enfin un truc qui graphiquement prend un parti pris, qui raconte une autre histoire, qui se désintéresse du Aquaman Justice League, ou de juste les tractations politiques entre la surface et le monde sous l'eau. J'avais oublié de le citer avant, effectivement. Et pareil, tu vois, pour Wonder Woman, on peut espérer qu'il y ait d'autres histoires à raconter. Donc, moi, voilà, c'est même pour les 4e couteaux, c'est une super nouvelle. J'étais déjà ravi de voir Tom King prendre les personnages des 70s dans Danger Street, même si le comics lui-même n'est pas aussi réussi qu'il aurait pu l'être. C'est vraiment très cool de les voir pris sous cet angle. C'est cette liberté qu'on avait accordée à des mecs comme Moore, Morrison, Ellis, Ennis quand Vertigo est apparu, ça a donné des chefs-d'œuvre en fait. Donc voilà, moi mon regret ce serait que justement ce soit qu'une mini-série, parce que je pense qu'il y aurait vraiment un truc comme à chaque fois, ouais. Que ça fait aussi très All-Star Superman, tu vois, le héros qui est mourant, il lui reste quelques jours pour régler ses problèmes personnels, on va dire, donc on peut aller vraiment et comme c'est un héros qui intéresse quand même peu de gens aujourd'hui, on sent que Cantwell pourra se faire plaisir. Graphiquement, ça a l'air très intéressant. C'est dessiné par Alex Lins. Tout à fait. Donc moi voilà, pareil, Focus Pulp, prêt. Ouais, il y a moyen en plus, parce que même si c'est du Black Label, de monde, mais... non, ouais, je suis pas sûr que ça intéressera beaucoup de monde, mais effectivement peut-être qu'on pourra le pousser pour voir si ça si intéresse, parce que je suis même pas sûr pour le coup que Plastic Man ça intéresse Urban, tu vois. Ils font pas systématiquement tous les Black Label. Et je suis pas sûr que celui-là vraiment soit forcément dans leur corde, même si c'est bien dommage. Cantwell et Lins, ce sera le tome 2 de Braillard pour le coup, parce que c'est lui qui reprend la série après Garcia. Donc peut-être que ils pourront jouer sur cette politique d'auteur, mais pour le coup. Après, il y a aussi un truc, c'est que Plastic Man, il a quasiment disparu après les New 52. C'est un personnage qui a vraiment, comme mon Bushbug, été mis de côté, mais à fond les ballons.
On l'a quasiment pas vu, et après en fait du coup les générations t'as vu une série quand même oui, une mini, mais c'était pas mirobolant. Et encore une fois, lui il a été membre de la JLI pendant un petit moment, il était partie prenante des crossovers, même si c'était juste le comic de service, tu vois. Et quand on a vu justement des grands scénaristes, des grandes scénaristes qui ont réussi à en faire un truc vraiment formidable, on se dit mais et encore une fois, c'est comme les indestructibles, tu vois, où l'utilisation des pouvoirs de la nana, enfin de la mère Elastic Girl, tu dis mais il y a trop moyen de faire un vrai truc d'action ou alors un vrai truc comique. Parce que ce truc de transformisme, comme tu dis, c'est comme la bague des Green Lantern, il y a aucune limite à l'imagination que tu peux mettre dedans, quoi. C'est ce que j'ai dit. T'as dit ça? Ouais, complètement. C'est moi qui t'écoutais pas. Voilà, tu vois. Voilà. C'est de bonne guerre. Je cherchais des images du run de Kyle Baker pour te les montrer. C'est vrai, c'est peut-être pour ça. Effectivement. Bah, ville analphabète que je suis. Mais non. Un petit peu. Personne ne peut tout connaître. C'est vrai. Regarde, moi, j'ai pas joué à Elden Ring. Je vis très bien. Allez, Corentin, on continue la partie Evo et justement, bah là, on arrive à la partie Marvel. Alors c'est vrai que pour le coup, c'était juste, j'avais titré ça, Marvel pète un câble de nouveau. En fait, c'est vrai que c'est une façon de fonctionner dont maintenant on a l'habitude. Donc, est-ce que ça sert encore de faire un point? Ils font des events à non plus finir. Ils font toujours 12 000 tie-in dont on en a rien à foutre. Et en plus, ils forcent toujours sur les mêmes trucs. Et vraiment, je pense que Venom War, c'est peut-être... Venom, ça fait un petit moment que j'en ai marre, moi, perso. Venom, mais je vois même des gens qui nous lisent sur Comics Blog qui disent, putain, mais c'est des persos que j'adore. Ils vont réussir à m'en dégoûter parce qu'eux aussi trouvent qu'en fait, ça fait trop. Parce qu'après, et t'avais une bonne période, hein, pendant le run, notamment de Donny Cates avec Absolute Carnage, avec King in Black et tout ça. Mais depuis, en fait, c'est revenu à ce que c'était avant, ça quand c'était Cullen Bunn et tout ça. Mais oui, c'est ça. Ce genre de surenchère. Et donc Venom War, je sais pas si toi tu t'en rappelles, mais moi je me rappelle que quand ça avait été annoncé, j'avais pas forcément l'impression que ce serait un event comme ils le font justement avec tous les Days of the j'avais l'impression que ce serait quelque chose d'un petit peu plus contenu. Mais en fait, on s'aperçoit au fur et à mesure de l'approche qu'en fait, non, il y aura bien des mini-séries en pagaille, des one-shots et des choses. Alors donc là, le but de l'intrigue, c'est de faire un affrontement entre Eddie Brock et Dylan Brock, puisque Eddie Brock était devenu le King in Black. Il a pris de nouveaux alias entre-temps. Il est devenu Bedlam, puis Tyro, puis maintenant il se fait appeler Meridius. Et Dylan Brock, en parallèle, c'est devenu Venom en tant que tel. Et donc, guerre père-fils, qui est le bon Venom, machin. Et forcément, t'as plein d'autres personnages qui vont être impliqués dedans. Alors, pourquoi ils auraient besoin de s'impliquer, certains pour prendre parti peut-être, mais surtout que en fait dans l'affrontement qui aura lieu dans la ville de New York, et ça c'est quand même vachement pratique pour faire des tie-in aussi, il y a ce qu'on comprend, et c'est là que Corentin, j'ai hâte de voir ta réaction, donc mets ton micro près de la bouche. J'ai pas lu la news, je tiens à dire. Voilà. En fait, et il y avait même, en fait, quand j'ai fait cette actualité, je me suis aperçu qu'il y avait 2 mini-séries que j'avais pas vues annoncées pour le mois précédent, tu vois, pour le mois d'août. Donc en fait il y a 5 titres tie-in qui sont prévus, et surtout le concept c'est que Meridius donc va en fait non mais appelle-le Eddie Brock, je t'en prie, parce que Eddie Brock, je vais crever là. Eddie Brock qui va déclencher son pouvoir pour en fait déclencher une invasion d'une armée. Oh non. Attends. Sérieux? Et en fait c'est à moitié des zombies et à moitié des symbiotes. Ah mais c'est super original. C'est des zombiotes. Non, ils les ont appelés les zombiotes? Ouais. Non. Si, il y a même une mini-série Venom War Zombiote qui reprend la typographie de Marvel Zombies. Du coup, si. Non. La gueule, ça, c'est la mytho. Je te jure. Putain, ils se foutent de la gueule du monde, ces mecs. Mais sans déconner, il faut porter plainte, là, mon ami. Qu'est-ce que... Moi, si je suis McFarlane, je porte plainte, hein. Il a pas créé le personnage pour ça, sans déconner. La Faceless Army sur la Faceless Army. Ouais, c'est ça. Génial. Ouais. Après, ils vont faire les zombiotes Venomized aussi. Ouais, c'est ça. Tu vois. Donc, la double Faceless Army. Et pourquoi on rigole? Juste parce que c'est pour ceux qui écoutent pas les podcasts depuis très longtemps. En fait, c'est un gimmick récurrent chez Marvel. Quand ils veulent justifier leur tie-in, ils disent le grand vilain, il attaque toute la Terre. Et du coup, en fait, on va mettre, ou juste New York, effectivement, on va mettre une Faceless Army où il y aura en fait plein de personnages qui vont se faire contrôler par le vilain. Ou alors il aura une genre par exemple c'est dans le truc avec le Kingpin et The Hand, Gangwar, tout ça. Non, pas Gangwar. Alors Gangwar du coup c'est des
Devil's Reign, ouais, mais dans Gang War, du coup, il y a plein de gangs, donc oui, ça fait de la Faceless Army de gangs, en fait. Dans Devil's Reign, en fait, t'avais aussi plein de malfrats. T'avais un moment, t'avais la The Hand aussi qui attaque la ville, en fait. Bah, du coup, ça fait plein de ninjas qui arrivent, et voilà. T'as l'armée de Malekith dans War of the Realms. T'as eu donc les soldats de Null dans King in Black. Et tu vois, même Donny Cates, hein, il fait ça, tu vois. Mais alors là, pour le coup, on avait les zombies, on avait les personnages Venomized, mais alors en plus, on arrive à faire les deux en même temps. Ouais, donc les zombies, ce qui va motiver donc pas mal de mini-séries. Donc il y a une mini-série Venom War Daredevil où en fait bah t'as Matt Murdock et Elektra en costume de Daredevil qui vont affronter des zombiotes dans Hell's Kitchen. T'as franchement, je crois que c'est une mini, hein, on est d'accord. Alors celui-là c'est un one shot, je crois, parce qu'il y a pas de numérotation. Bon. Mais par contre, t'as une mini-série Venom War Lethal Protectors dans lequel t'as Silver Sable qui va recruter en fait les symbiotes de la Life Foundation. Donc t'auras Agony, Scream, Riot, Lasher et Phage. Mais faites chier avec Riot et Scream. Donc 5 tout le monde s'en fout de ces personnages. Donc voilà, t'as les 5 symbiotes et ils vont faire un gang en fait, voilà, pour lutter contre les zombiotes. T'as Wolverine aussi qui va être oui, bah bien sûr, il y a Wolverine parce qu'il y a un film cet été, forcément faut mettre Wolverine, tu vois. Il y aura Deadpool aussi face. C'est logique. Et donc donc la mini-série Venom War Zombiotes en fait, ben c'est Hellcat avec She-Hulk qui affronte des zombiotes dans New York aussi quoi. Donc voilà. Ça a l'air bien. C'est terrible, mais c'est terrible quand même. Bah en même temps ça se vend et les gens n'ont pas l'air d'être tant que ça au créneau pour leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent. Donc en tout cas aux États-Unis, hein, parce que je sais vraiment pas si ça marche tant que ça. Ah mais moi de toute façon je les lis plus. Hein. On fait l'actualité dessus parce que c'est le métier et tout, mais je ne les lis plus. Je refuse de donner le moindre pourcentage d'attention à ces conneries, sans déconner. Enfin, c'est vraiment. Mais moi j'en viens à me dire, on abat des arbres pour ça, quoi. Voilà. Je vais pas m'énerver. Je refuse de m'énerver, tu vois, parce que pour le coup. Ça vaut pas la peine. Il y a de plus grave en ce moment, mais c'est de la merde. Et je sais pas si c'est Nick qui est éditeur sur le poste. Sur Venom, non, c'est Devin, comment ça s'appelle, je sais plus, un truc comme ça. Ouais, bah je me suis fait une nouvelle amie du coup, c'est cool. Mais j'en peux plus moi, des symbiotes. Je pense qu'ils sont vraiment en train d'assécher leur propre poule aux œufs d'or. Si on peut assécher une poule, je sais pas. Mais non, c'est ridicule. Tu la passes au four très longtemps, ouais. En plus, mais même au niveau genre industriel, les gens qui ont déjà acheté les précédents tie-in lors de crossovers similaires ou d'événements similaires, qu'est-ce que ça va apporter de nouveau? C'est Jordan White qui va éditer les Venom. Oh putain, il était bien lui à une époque pourtant. Qu'est-ce que tu veux raconter de nouveau? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire avec Daredevil et Elektra qui combattent des zombies symbiotiques? Enfin, mais artistiquement, c'est le niveau, c'est le niveau 0 de la réflexion. C'est de la merde. Mais peut-être que ce sera bien dessiné et que ce sera détente. Oui, bah bien sûr. Mais je trouve que la moindre série va gagner un Eisner, hein. Tu vas voir. Ouais, effectivement, c'est le genre de truc qui restera pas dans les mémoires au bout de. Moi, je vais vous dire, malgré tout l'amour que j'ai pour Halloween, la série Venom actuelle, je la trouve nulle. Vraiment, ça me fait chier. C'est des mauvaises idées sur mauvaises idées. Et en plus, on sait très bien que ça va être annulé. On sait très bien qu'Eddie Brock va redevenir Venom. Oui, mais ça, c'est pas un argument dans le sens que si tu pars du principe que l'évolution factice de personnages. Non, mais mais si tu pars du principe que de toute façon, il y a un retour au statu quo, tu arrêtes de lire des comics de super-héros. Mais pas forcément. De toute façon, forcément. Les idées de Donny Cates, elles sont restées après son run. Il n'y a pas eu juste un retour au statu quo. D'ailleurs, Dylan est encore là, tu vois. Mais là, alors, Bedlam, Meridius, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est le même symbiote, en plus. Enfin, c'est Venom, il s'appelle le symbiote. Vite dit Venom 1, Venom 2, j'en sais rien. Il y a 2 Spider-Man en activité à New York, hein. C'est pas Miles Morales, ça s'appelle pas Spider Morales, hein, ou Spider Meridius, tu vois. Enfin, arrêtez, c'est ridicule. Et arrêtez que les symbiotes, on a eu Summer of Symbiote, Extreme Carnage. Ça, c'était de la merde, ça. J'en oublie plein, Absolute Carnage et compagnie, ça, c'était la bonne période. Il y en avait même eu un avec Miles Morales, justement, où en plus, une version de Carnage contrôlait une armure d'Iron Man, enfin, qui était pourrie, mais surtout que Summer of Symbiote, en plus, c'était vraiment plein de trucs déconnectés les uns des autres. Enfin, tu vois, plein de trucs, c'était même pas forcément une grosse intrigue en général, quoi. C'était juste, on va faire plein de titres avec des symbiotes dessus parce que on n'a pas d'idées, d'autres idées et on va le faire, quoi. C'est trop chelou, moi j'aimais bien Venom quand j'étais petit et tout. Et là, pareil, ouais, je peux plus lire de Venom du reste de ma vie. Voilà. Allez, par contre, on a quand même une bonne nouvelle. Tu parlais de Spider-Man juste avant. Il y a Marvel qui vient d'officialiser le fait que Zeb Wells va terminer son run sur Amazing Spider-Man.
d'ici la rentrée prochaine, le dernier arc démarrera donc en septembre avec John Romita qui viendra boucler la boucle, sachant que ce sera l'affrontement le plus brutal contre Tombstone, puisque c'est Tombstone en fait qui était vraiment le premier vilain du premier arc. Justement, ils ont eu des. C'était peut-être le meilleur arc d'ailleurs de. Bah moi, mais en fait, moi j'aime bien. En fait, pas forcément le meilleur, mais dans le sens que, en fait, quand tu regardes là, parce que moi j'ai fini Gang War il y a pas, donc je dois avoir quelques numéros à peine pour de le retard. travail, attention précise, c'est pas du tout parce qu'il avait envie de le lire. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que je voulais dire, c'est que en fait, quand t'as ce côté plus terre à terre et que c'est avec Tombstone, je trouve que c'est lisible en fait, tu vois. Et à la limite, j'aime bien la façon dont il écrit Tombstone. Je trouve que c'est, pour le coup, c'est pas un vilain que je connais forcément très bien et qui je trouve a un énorme sex appeal. Oui, tu vois, on va dire. Il a été extrêmement important. Mais là, je trouve qu'il est menaçant. Il a quand même quelque chose. Donc je suis cet arc-là en tout cas est plutôt pas mal. Et j'espère qu'en tout cas qu'il sera plutôt pas mal. Mais c'est vrai que tout le reste, par contre, Norman Osborn. Tout le délire avec Paul, par contre, je suis désolé, moi je fais partie de la. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis désolé. En plus, c'est pareil, on sait très bien que ça va revenir au statu quo après. Bah après, ça va revenir, mais peut-être qu'il y aura des changements, mais la perte de temps, je veux pas m'investir là-dedans, moi, c'est tout. Oui, mais encore une fois, si tu veux pas t'investir parce que tu sais que ça restera pas, c'est quand même le cas de. Il y a des trucs c'est des mécaniques qui sont inhérentes au registre. Sinon les comics ça existerait pas depuis 80 ans. Donc c'est sûr que c'est artificiel, c'est le mot que je cherche. C'est créer du conflit artificiellement avec un personnage qui n'a aucun intérêt. Et alors pour dis pas le contraire, il a aucun. Ah non, Paul n'a aucun intérêt. Par contre, ça, effectivement, il y aurait pu avoir une situation intéressante à créer avec Peter et Mary Jane séparés, mais avec effectivement un tiers personnage qui serait intéressant. Là, en l'occurrence, ce Paul là. Et je suis désolé pour tous les Pauls du monde. Mais lui, il pue la merde, quoi, ce personnage. Mon grand-père s'appelait Paul, attention. Ouais, bah oui, excuse-moi. Paul Olivier. Mais, ça, c'est le dénominateur commun, c'est Olivier. C'est pour ça que Olivier Corentin. D'accord, très bien, ouais. Qu'est-ce que je ouais, voilà, ça, c'est vraiment un personnage qui est insipide au possible. Alors qu'effectivement, il y a quelques petits morceaux. Je trouve que le run de Wells, jusqu'à présent, il est pas bon. Mais il est mieux que Nick Spencer, mais parce que Nick Spencer, je le trouve qu'il est abominable, tu vois. Mais du coup, je suis juste content de me dire qu'on aura peut-être enfin une bonne équipe créative. Ça fait plaisir quand même. Après, je sais pas. Après, c'est pas forcément les créateurs le problème. Alors, est-ce que c'est la directive de Nick Lowe je pense que et de l'éditorial, quoi? Au bout de 3 fois d'affilée, on peut quand même se poser, pour tous les gens qui détestent le run de Dan Slott, il faut quand même se dire que c'est pas tout à fait nouveau, que d'une manière générale, c'est compliqué d'écrire une bonne histoire quand on te demande déjà 2 numéros par mois, quand on te demande de cracher du crossover. Ça faut qu'ils arrêtent aussi, ouais. De cracher du crossover tous les 3 mois parce que Spider-Man reste le principal moteur économique, l'un des principaux moteurs économiques, mais probablement le plus important quand même. Là, pour rien vous cacher, voilà, je vais pas en parler de ça, mais là récemment, j'ai eu l'occasion, moi, de faire un peu le tour des sorties de cette année chez Panini. Il y a quand même, pareil, beaucoup de Spider-Man, alors pas que du moderne, hein, mais c'est vraiment un truc qui vend beaucoup. Donc Marvel, ils ont des actionnaires, ils ont une présidence de groupe qui leur demande de faire du profit. Spider-Man, ça vend, ça reste un personnage qui est très bien défendu. Là, on sait qu'a priori, dans l'année, on devrait avoir Spider-Man Friendly Neighborhood. Chaque année, il y a un film, chaque année, il y a un truc le jeu vidéo, qui pousse Spider-Man en avant. Et chaque fois, il faut accompagner ce succès-là. Il faut même l'entretenir, le motiver, permettre aux auteurs de venir s'exprimer dessus et tout. Donc, de toute manière, il y aura toujours, en fait, une pression à faire plus de Spider-Man. Faire 2 numéros par mois et un crossover tous les 3 mois, c'est pas tenable, en fait. Il faudrait au moins 2 scénaristes en poste qui pourraient justement écrire à 4 mains, se relayer, comme ça a pu être le cas de Colin Kelly et Jackson Lansing sur Captain America, qui ont plutôt bien tenu leur barque, proportionnellement à ce qu'on fait en mainstream, voilà, jusqu'à l'événement j'oublie son nom, qui a permis à ce que ce run-là se termine et Cold War qui arrive, voilà, Cold War. Il faudrait des trucs comme ça, en fait. D'ailleurs, Cold War, c'est un truc à petite échelle, tu vois, il y avait pas 12 000 tie-in à côté, vrai. en fait. Ouais, mais c'était un crossover plutôt léger et sympa. Pas pour sélectionner qui est le meilleur ou quoi, mais je suis heureux, en tout cas, que DC ne nous impose pas la même quantité de crossover et de tie-in. Attends, parce que Absolute Power, ça va être la foire. C'était beaucoup, mais par exemple, Night Terror, c'était ça va être sur beaucoup. un truc qu'on pouvait globalement skipper, tu vois. Night Terror, mais parce que Night Terror, mais parce que Night Terror, c'était comme Convergence. C'est vraiment un truc, c'est un fill-in. Alors que Absolute Power, c'est un vrai event qui implique vraiment tous les personnages et tout ça. D'accord. Et c'est vrai qu'en plus, Lazarus était pour le coup assez chargé, mais. Oui, il y avait Lazarus, il y avait plein de one-shots aussi, très dispensable également. Et pour le coup, de la Lazarus Planet aussi, qu'il y avait un côté qui était très artificiel. Ah oui, non, mais ça, évidemment. Tu vois. Évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, pour moi, c'est pas qu'une question d'équipe créative. Il faut repenser la dynamique éditoriale de Spider-Man. Et j'ai même envie de dire, en fait, pas forcément, puisque si vous voulez lire du bon Spider-Man actuellement, vous avez Ultimate Spider-Man, 1 numéro par mois, un vrai run d'auteur. Et en fait, Marvel, du coup, n'a même plus besoin de se faire chier. Si on leur pose la question, ça revient quand Spider-Man, à des trucs que moi j'aime bien?
Moi, les lecteurs de 30 ans, qu'on a marre de cette dynamique frénétique, ils te répondent, bah, va voir chez Hickman. T'as du Spider-Man là-bas. Et il est bien, il est... Oui, mais tu sais, enfin, on a le droit de dire, mais est-ce qu'on peut aussi avoir quelque chose de bien en régulier, en fait? Ouais, mais si tu veux, moi, entre guillemets, entre les Avengers, en fait, les vraies grosses dynamiques, les vrais gros personnages vedettes et vendeurs, je trouve que tout, c'est toujours le même problème. Et c'est pareil pour Venom, tu vois, justement, depuis que c'est devenu une machine à cash, on commence à en avoir marre. Les Avengers, ça fait un bail que moi, je me suis pas vraiment régalé sur les Avengers. Enfin, elle est loin, la période de Bendis et Hickman, quoi. Ça fait quand même un petit moment. Les FF, bon, c'est même plus vraiment une grosse machine, en vérité, on peut se le dire. C'est vrai que le titre de Ryan North passe un peu sous le radar. Bah ouais, bah en même temps, il y a des dinosaures Avengers, frère. Tu m'as dit que c'était pourri les dinosaures, donc tu vois, on est d'accord. Et voilà, en général, je retrouve que chez Marvel, à part du coup la saga de Krakoa, il y a eu un vrai problème dans la gestion éditoriale des titres qui fait que tout ce qui est gros est pas ouf. Comme justement à l'époque des New 52 au début, où les gens préféraient lire Aquaman ou Wonder Woman que Batman et Superman ou la Justice League. Enfin, dans la GL, j'exagère, c'était quand même plutôt d'une bonne tenue. Oh, c'était plutôt carré quand même. Ouais, enfin après, il y a eu quand même des gros coups de gueule à l'époque de Forever Evil et tout, où les gens commençaient à en avoir marre. Mais voilà, à mon avis, peu importe qui y mettent en face, il faut surtout décélérer et arrêter de mettre une telle pression sur les épaules d'un seul personnage. Wolverine, ils arrivent très bien à le déconcentrer pour qu'il y en ait un peu pour tous les publics. D'ailleurs, le run de Ben Percy était pas mauvais. Au demeurant, les Robins étaient pas mauvais. Donc voilà, c'est peut-être plus ça qu'il faut faire, quoi. Peut-être considérer que l'araignée, c'est un groupe et que Amazing, c'est pas juste la figure de proue isolée qui a vocation à vendre 100 000 numéros par mois, quoi. Bah, c'est quand même un peu ce qu'ils essaient de faire, hein, de la même façon que chez DC, c'est Batman. Chez Marvel, c'est Spider-Man quand même qui est un peu, effectivement, on voit bien avec tous les titres en tie-in, tous les one-shots qu'il y a eu, tu sais, enfin là, faut se rappeler de la gestion éditoriale de Amazing Spider-Man sur Nick Spencer avec tous les numéros .hu, .machin. Ouais. Il y avait tellement de trucs comme ça. La période qui a eu lieu après. Beyond. Ouais. C'est passé en hebdomadaire. Même il y avait 3 numéros par mois avec 4 scénaristes, trucs comme ça. Enfin. Avec les numéros .b. C'était un truc de fou. Et ça ne se réglera pas. Et surtout que ça donne jamais. Mais ça ne se réglera pas tant que Nick Lowe ne lâchera pas un peu la bride. C'est tout. C'est pour ça qu'on l'aime pas, ce mec-là. C'est juste qu'en fait, au-delà d'être un mauvais éditeur, c'est pas lui qu'on aime pas, c'est qu'on n'aime pas son travail éditorial. C'est pas un mauvais éditeur. C'est lui qui a lancé Ultimate Spider-Man avec Bendis, tu vois. Il a fait des très grandes choses, Nick Lowe. Mais aujourd'hui, il se retrouve aussi, prisonnier, justement, de cette obsession pour, cracher du numéro. Et à moins de trouver vraiment un mutant qui écrit très, 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 très vite et qui a des bonnes idées toutes les 5 minutes, c'est vraiment compliqué, quoi, de suivre la cadence. Ouais, mais je pense aussi que de toute façon, c'est une logique, enfin, tu parles de décélérer, mais c'est pas, enfin, Marvel appartient à Disney et j'imagine que la décroissance, c'est pas un mot qu'ils connaissent, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, mais tu pourrais imaginer une sorte de capitainerie à la Hickman où, en fait, on nomme un head writer qui dirige, on va dire, le groupe arachnéen et qui dit, OK, maintenant, on va faire les choses d'un seul tenant, on va faire avancer la ligne arachnéenne vers une direction avec une série Miles Morales, une série Spider-Man, une série machin et tout. Et on prend cette logique justement plus crossoverienne qui aurait du sens pour un pôle de personnages, parce que là actuellement c'est quand même très déconnecté. Tu vois, enfin Miles Morales, ses aventures, tu peux les lire sans avoir lu Peter Parker, et c'est pas forcément grave. Attention, ça me va que ça marche comme ça. J'ai pas envie de tout dire non plus. Mais ça permettrait peut-être justement d'avoir, tu vois, un capitaine plus un capitaine, du coup peut-être plus de cohérence ou de calme ou des trucs bien en fait. Voilà. Ok. Allez Corentin, on termine la partie comics avec juste un petit point IA. C'est un artiste, un nouvel artiste qui est sous le feu des critiques, un monsieur qui s'appelle Francesco Mattina, qui est soupçonné d'avoir utilisé de l'IA notamment pour des couvertures publiées qui arriveront chez DC encore une fois. Sachant que c'est un artiste qui est très prisé pour ses couvertures variantes et tout ça. Et d'ailleurs même en France, je sais que Urban avait fait des variantes pour Deceased notamment avec ses dessins. Donc c'est un artiste, c'est un peu comme Artgerm en fait, artiste numérique. Ouais, il l'a beaucoup décalqué du coup. Avec un style qui plaît, en tout cas qui est un truc qui plaît beaucoup plus, qui est pas du tout forcément dans ma cam à titre personnel, mais en tout cas voilà, qui a été critiqué quand même plusieurs reprises dans les récentes années, et ce depuis qu'on était à DC Planet, il y avait déjà des histoires, parce qu'il a accusé en fait effectivement de copier, de faire du plagiat en fait, simplement de prendre les dessins des autres et de les modifier. Voilà, du travail des autres artistes en fait, où il reprend le posing notamment, il reprend une composition et après il dessine juste un autre personnage par-dessus. Et donc là, en plus de ça, maintenant, il est soupçonné d'avoir utilisé de l'IA générative pour une couverture, parce que notamment une couverture en fait où il y a un assemblage et avec un personnage de Superman au milieu, et en fait tu t'aperçois que sur le logo de Superman, la boucle du S en bas, elle est doublée, elle apparaît 2 fois. Et
Alors bien entendu, tout soupçon, enfin présomption d'innocence, machin. Mais là quand même, voilà, Corentin fait un doigt d'honneur parce que c'est le genre. Non mais c'est là, c'est vraiment les artefacts qu'on voit. Va, la présomption d'innocence. Quand on a l'utilisation d'IA et surtout que il y a zéro artiste qui dessine Superman qui ferait cette erreur s'il le faisait à la main. Et puis le mec il s'est fait gauler littéralement à plagier pendant 5 à 10 ans. Il y a plus de présomption d'innocence. C'est à minima un voleur ou à maxima un traître, on va dire, puisque la cause des artistes actuellement, c'est justement de lutter contre le vol de dessins par le data mining. On rappelle qu'il y a des procès. C'est vrai que lui, à la limite, il les volait déjà voilà, en plus, individuellement. C'est un précurseur, tu vois, c'est l'IA avant les IA. Et moi, pour le coup, mon opinion, elle est faite, et je peux très bien comprendre qu'il y ait des gens qui veulent éviter qu'on aille harceler Francesco Mattina, qui n'est qu'un dessinateur, qu'un artiste. Même si ces méthodes sont critiquables, on peut considérer que c'est une artiste qui est une affaire qui doit se régler de dessinateur à dessinateur. Je peux comprendre ce point de vue. Moi, après, il y a plein d'artistes qui sont montés en fro pour le. Voilà, c'est coup, ça. hein. J'allais y venir. Moi, en tant que fan, je considère que c'est d'abord les créateurs qui sont à protéger et pas ceux qui volent leurs dessins. Et encore une fois, j'y reviens. C'est un débat qui est vieux comme l'industrie des comics, ce truc-là, parce que le swiping, donc fait prendre un dessin d'une autre personne, prendre le posing, comme tu dis, ou les structures de cases et tout, ça existe depuis très très longtemps. Todd McFarlane en a fait pour Batman Earth 2. Il a repris des cases de Akira, de Otomo. Rob Liefeld l'a fait, mais très très souvent. C'est ce qui lui a valu un peu cette réputation d'ailleurs d'être un peu la bête noire de l'industrie. C'est qu'en fait, t'as une tonne de dessinateurs qui ont dit mais attends, tu te sers de mes dessins, salopard. Et après, il y a d'autres gens qui vont, évidemment Greg Land, je vais même pas en parler parce que ça, c'est même pas des dessins qu'il prend. Lui, il décalque des gueules dans les magazines, ce qui fait qu'il y a toujours une sorte d'Uncanny Valley où en fait le moindre de ces personnages féminins change de visage à chaque case pour imiter une star différente et qu'il le revendique très bien. Il en est très content et il y a des fans de ce style-là. Et le débat aussi, il porte sur c'est quoi la création, c'est quoi le dessin. Il y a des gens qui te parlent du pop art, du collage, de mecs qui s'inspirent de ci, de ça, ce qui sont d'ailleurs un peu les arguments que les pros IA génératives défendent aujourd'hui. Ils disent ouais, mais la création originale, ça n'a jamais existé. Regarde, machin, il s'est inspiré de bidule et tout. Oui, certes, mais du coup, il a quand même dû apprendre le dessin et implémenter un peu de sa technique à lui. Donc ça a fait que ça l'arrête une évolution constante depuis que le premier silex, enfin la première peinture murale sur la corde de Lascaux. Voilà, ça c'est un débat qui moi ne m'intéresse pas du tout. Le swiping, oui, c'est injurieux pour les artistes qui ont vraiment créé les dessins à la base, qui ont dû se gratter la tête pour trouver comment on peut prendre une pose intelligente et tout. Et Francesco Mattina fait en plus très 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 peu d'efforts pour dissimuler ce qu'il a pris aux autres. Donc ça, pour moi, ce débat il est tranché. Francesco Mattina, c'est un plagiat. Voilà. En l'occurrence, l'IA, c'est un peu une donnée qui vient de se rajouter dans l'équation, et ça m'étonne d'ailleurs parce que j'avais l'impression que c'était même déjà acquis. Rappelle-toi, justement, on parlait de Night Terrors. À l'époque, il avait fait un triptyque de couverture où on voyait un peu comme l'homme qui regarde l'horizon, 3 personnages de dos, donc Batman, Superman et Wonder Woman, qui regardaient leur pire peur à l'horizon, tu vois. Et déjà à l'époque, je me souviens très bien que sur Twitter et sur Reddit, il y avait des mecs qui disaient mais c'est de l'IA, non? Sauf qu'à l'époque, c'était en 2023, 2. C'était 2022, Night Terrors déjà. Voilà, donc en fait, c'était encore assez récent. Le principe des mid-journey, le principe de Stable Diffusion n'était pas encore très répandu. Et en fait, j'ai même l'impression qu'il y a eu une sorte d'avant et d'après quand les accusations sont tombées sur Andrea Sorrentino pour les numéros de Batman qu'il a fait ou qu'il l'aurait fait. Non, c'était 2023, pardon. 2023, qu'il l'a fait ou qu'il l'aurait fait avec de l'IA en début d'année. Donc, depuis, on remarque quand même qu'il y a une niche de fans qui, justement, se cherche un peu quels sont les artistes qui pourraient avoir triché. Et évidemment, Mattina, c'est pas compliqué de se dire que c'est un candidat naturel pour l'IA, puisque, comme tu l'as dit, il a un peu inventé le principe de prendre du travail des autres pour se faire payer des couvertures où il faut pas grand chose. Voilà. Donc, effectivement, ces couvertures-là, elles ont été pointées du doigt. Ça a fait du bruit, hein, quand même, pour le coup, pour José Villarrubia, Adi Granoff. José Villarrubia, Adi Granoff, Scott Williams aussi. Ouais. Encore de Jim Lee, quand même, ça c'est pas anodin, parce que Jim Lee qui est le président de DC Comics. De fait, donc ça va peut-être enfin faire bouger les choses. Enfin, ils ont été assez nombreux. Mahmoud Asrar aussi, quand même, pareil, artiste vedette, et Valerio Schiti, artiste vedette plutôt chez Marvel pour le coup, donc des gros noms qui ont des plusieurs dizaines de milliers de followers, et un scandale qui, voilà, a pété, est devenu viral sur les réseaux sociaux. Donc la question en fait qu'on se pose maintenant, au-delà de savoir si c'est vrai ou pas vrai, encore une fois c'est compliqué parce que au jour d'aujourd'hui, le moindre artiste qui justement sait utiliser les IA peut faire du rétro-engineering et en fait dire si regardez j'ai fait les crayonnés. Ce qui fait que voilà, il faut maintenant qu'on forme des experts en fait en reconnaissance d'IA, qu'on trouve des logiciels qui soient vraiment fiables pour faire de la reconnaissance d'IA parce que c'est parole contre parole maintenant.
Matina, je n'accorde aucun crédit à sa parole. Ce qui me permet de dire que il serait peut-être temps que DC Comics enfin réagisse. Arrête de commander des couvertures à ce mec-là. Je pense qu'il est pas cher, honnêtement, vu qu'il travaille peu, parce que peut-être qu'il est cher, mais juste qu'elles se vendent beaucoup, donc ça c'est l'intéressement est intéressant, tu vois, justement. Jim Lee qui est déjà un partenaire de Sideshow, alors que Sideshow, déjà c'est le premier truc qu'on avait repéré, c'est qu'en fait Matina décale des designs illustratifs de Sideshow, mais Jim Lee qui est un artiste aussi. Et c'est comme assez curieux justement qu'un artiste qui préside DC Comics n'entendent pas le coup de gueule des autres dessinateurs qui disent maintenant ça suffit Jim Lee, là c'est trop. Déjà le plagiat c'était quelque chose de grave, mais en plus les IA en ce moment, et en plus Jim Lee qui nous l'a dit, te l'a dit, est plutôt opposé à la mécanique, appelle à la mise en place d'une signalétique ou une nomenclature qui informe les clients, puisque il y a manifestement des gens qui n'ont pas envie de ce futur où le dessin en IA serait normé, serait de la norme. Je serais vraiment moi très étonné que là pour le coup ils mettent l'affaire sous le tapis. Parce qu'à la limite, Sorrentino, il a vraiment beaucoup de fans, il a fait des chefs-d'œuvre. Nous, les premiers, on est très déçus si ça s'avère être vrai qu'il passe par les IA aujourd'hui. En plus, on n'a aucune nouvelle. C'est même pas graphiquement très intéressant de ce qu'il a rendu dans le comics Batman en question. On n'a eu aucune nouvelle, ils ont vraiment enterré l'affaire. Et même lui, d'ailleurs, ne s'exprime plus vraiment sur les réseaux depuis. Moi, je crois pas, ouais. Donc voilà, ça c'est une chose. Et Sorrentino, même d'ailleurs, quand nous, on a publié l'article, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit qu'on était des fouilles merdes, que on n'avait pas de preuves et tout. Parce que il est très défendu, parce que on n'a pas envie en fait que son artiste préféré s'avère être un tricheur. Là pour le cas de Matina, c'est quand même très différent. Même s'il a des fans, tout le monde est au courant, j'ai l'impression. Ouais. Et les professionnels et les consommateurs. Donc on peut encore une fois considérer que oui, le mec il prend des designs d'autres gens, mais il les réinvente, il les recolorise. Ça c'est une chose. Par contre, si vraiment il en est réduit à faire des vrais, juste prendre une IA et changer un peu la gueule pour que ça ait l'air plus réaliste. Là, c'est vraiment gravissime à mon sens. On est encore là dans l'entre-deux où on peut se dire les IA n'ont pas encore pris le contrôle du monde, mais ça va arriver, t'inquiète. Où on peut encore réagir, on peut encore lutter. C'est maintenant que c'est comme ça qu'il faut lutter, quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Corentin. T'es d'accord? Bon, oui, là, pour le coup, pas grand chose à rajouter sur ce que tu viens de dire. Ce que je disais de toute façon en préambule, c'est que, auparavant, j'ai jamais apprécié ce style. C'est comme Argem, tu vois, j'arrive à capter pourquoi ça plaît à des gens, mais je trouve ça pas très intéressant graphiquement. Boss Logic un peu aussi. Oh ouais, mais ça aussi. Moi, c'est vrai que moi, la peinture numérique comme ça, ultra froide, des métalliques, ça me... Ouais, en couverture. Autant tu peux faire des concept art, mais autant, c'est juste souvent, c'est quand même pas très intéressant. Là, par rapport à Stefan Jans, par exemple, tu vois. Ouais. Parce que moi, la peinture numérique, ça me va au demeurant, mais là, comme ça, je trouve ça beauf, quoi. Ouais, c'est plus leur direction, en fait, c'est aussi leur façon de dessiner les personnages qui je trouvais pas, est un peu daté, je trouve. Mais après, c'est chacun ses goûts, donc je comprends, mais pour le coup, Matina, oui, ça fait quand même, ça fait depuis tellement longtemps qu'il y a ces accusations de plagiat qu'en fait, il y a pas grande compassion, en fait, pour ce genre de comportement. Allez, Quentin, on en a terminé pour la partie comics, on passe du côté des écrans, une petite brève juste en passant. Ouais. The Boys, ça se termine en 5 saisons, ce sera la fin d'ici sûrement l'année prochaine, puisque le tournage a déjà démarré alors que la saison 4 vient de démarrer sur Prime Video. On fera un podcast bien entendu cet été pour faire le débrief, mais en tout cas le début est pas ouf, donc peut-être que c'est une bonne chose que ça se finisse en 5 saisons. Ça manque un peu d'énergie, surtout à mon sens, c'est un peu ça le problème. Il y aura une critique papier, critique écrite, parce que Comics Blog n'est pas un magazine. Sur le site pour celles et ceux qui voudraient un avis plus complet en attendant le podcast. Mais effectivement, c'est peut-être le moment que ça s'arrête et je trouve qu'on sent un peu le début de la fin là. On voit un peu comment les problématiques s'articulent autour de l'enfant de Homelander. Comment je vois très bien une fin dans laquelle lui finirait. Je dis ça, j'ai pas vu. Nous, on est comme vous, on a vu que trois épisodes. Comment en fait lui finirait par retourner sa veste pour finir dans le camp des boys. Parce que, à mon avis, là, l'objectif, c'est d'installer un peu Homelander comme la figure vraiment incontournable, et ensuite, dans la saison suivante, de tout casser, foutre le feu et repartir à zéro, un peu comme le comics de Garth Ennis, même s'il y a énormément de différences, notamment par rapport au personnage de Black Noir. Je crois qu'il a évoqué ça en interview récemment, pourquoi il avait pas pris la direction de Garth Ennis sur la série. Mais effectivement, c'est pas plus mal, parce qu'il y a beaucoup, en fait, de productions qui tirent en longueur. La CW, si tu nous regardes, depuis Nexstar, de séries qui auraient dû s'arrêter plus tôt. C'est évidemment impensif de dire ça, c'est défoncer des portes ouvertes. Mais Kripke, il avait toujours prévu un truc en 5 saisons, dit-il.
Ça me paraît vraiment raisonnable, rationnel. C'est bien de voir que Prime ne lui met pas un flingue sur la gueule en mode genre on a besoin de toi frérot. Et en plus, ça va quand même pas empêcher The Boys d'être une poule aux œufs d'or qui accouchera d'autres spin-offs. Rien ne dit que Gen V s'arrêtera après la saison 2, puisque techniquement la saison 2 de Gen V devrait sortir avant la saison 5 de The Boys, et servir encore une fois de pont entre les deux, puisqu'elle est actuellement en tournage après avoir été en partie réécrite, et d'ailleurs le personnage de Chance Perdomo sera bien mort dans la saison 2 aussi, il l'a confirmé. Ils vont pas le dire, il est parti en vacances ou quoi, un truc comme ça. Donc ouais, non, c'est chouette. The Boys Mexico arrivera aussi plus tard. Oui, parce qu'en fait, ils ont dit que même si la série doit s'arrêter, voilà, il y a sûrement continuer. Voilà, ça c'est qu'il y a Gen V, il y a The Boys Mexico, et on n'est pas à l'abri qu'en fait ils fassent d'autres spin-offs. Bah bien sûr, mais si tu regardes la stratégie de Star Wars, enfin de Disney sur Star Wars, c'est exactement ça. Ils font plein de séries, alors des fois elles ont des saisons 2, des fois non. L'objectif, c'est juste en fait que la licence continue à vivre, puisque t'as un univers qui est tellement riche que tu peux t'amuser à aller un peu partout. On peut très bien imaginer un The Boys France, par exemple, les garçons, avec Guillaume, et à table. S'ils ont envie, par exemple, de conquérir le marché français, c'est comme ça que Netflix fonctionne aussi, tu vois. Tu fais des produits locaux. The Boys Mexico, c'est clairement pour cibler les Américains du Sud, les Américains hispanophones en général. Et voilà, ça ne va pas s'arrêter. En plus, The Boys Mexico, c'est quand même une grosse équipe de production. C'est 2 vedettes d'Hollywood qui sont à la manœuvre. Gaël Garcia Bernal et Diego Luna. Donc on peut très bien imaginer que ça va continuer comme ça et que à terme The Boys sera juste une franchise qui pourra exister indépendamment de la série originale. Ouais. Très bien. Donc ça c'était la petite brève pour dire que ça s'arrête. Et après il y a eu pas mal d'annonces du côté de l'animation. Il y avait le festival international de l'animation à Annecy. On salue d'ailleurs CloneWeb et tous les copains qui ont la chance de pouvoir y aller. J'aimerais bien y aller un jour, mais moi j'avais tenté l'année dernière et en fait pour s'inscrire sur les projections c'était tellement un bordel que ça m'a découragé d'y retourner. Je sais pas comment font les gens qui assistent parce que ça a l'air vraiment d'être super galère, mais en tout cas une série animée La Brigade Chimérique est en développement. Il y a 10 ans, en 2015, c'était Fabrice Collin qui avait annoncé que les droits avaient été optionnés pour le cinéma pour un film en live action qui n'a jamais vu le jour. Donc là, quelqu'un s'y réintéresse et c'est Louis Leterrier, producteur que vous connaissez très bien parce qu'il est, vous le connaissez en tant que réalisateur aussi parce qu'il a fait le film Incredible Hulk pour Marvel Studios, mais surtout depuis il est producteur chez eux en fait. Il produit tous les films. La série Lupin aussi. Et la série Lupin, tout à fait. Et donc c'est lui en fait qui a mis en développement une adaptation donc en série d'animation cette fois de La Brigade Chimérique avec il sera à la réalisation avec Antoine Charéron qui a travaillé sur la série Batwheels. D'ailleurs la production est assurée par Sacre Bleu Productions qui vient de sortir un film d'animation qui s'appelle Flow qui apparemment est magnifique. Je sais pas s'il a eu un prix à Annecy, mais en tout cas il était dans les contenders vraiment pour avoir des prix. Et surtout ultra content de voir avec les visuels déjà disponibles que on a Florent Ogui qui travaille sur la direction artistique. Et pour Florent Ogui, il travaille sur Batwheels aussi, sur la série d'animation Batwheels, et surtout il a bossé sur le premier Spider-Man Into the Spider-Verse. Il a aussi bossé chez Dontnod et c'est un artiste qui est super doué je vous rappelle qu'on avait fait une interview avec lui sur Comics Blog à l'époque du premier Spider-Verse. Aller le dégoter à la Goutte d'Or à Paris. Il était là à l'époque quoi. Dans un petit troquet comme ça, dans un petit bar de la Goutte d'Or, on avait pu faire cette interview, c'était super cool. Donc voilà, il sera présent. Donc pour moi c'est quand même aussi un gage de confiance, le studio, le fait qu'il y a Florent Ogui. On verra sur la réalisation pour Le Terrier, mais vu que c'est de l'animation, c'est peut-être quelque chose qui est plus libre en tout cas que le live action. Brigade Chimérique, donc une bande dessinée de Serge Lehmann et Fabrice Collin avec Jess au dessin, avec le Nyctalope. Avec le Nyctalope dedans, avec qui reprend, c'est un peu le pendant continent européen de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, où on imagine que dans la période pré-Seconde Guerre mondiale, en fait, c'est par le radium que des super-héros apparaissent. C'est un peu Marie Curie qui est le... Juste parce que sinon ça va m'énerver, ça se passe en Angleterre, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Oui. Donc c'est déjà en Europe. Oui, mais sur le continent versus en Angleterre. Il fallait que je précise parce que ça m'aurait énervé sinon. Oh, mais
T'avais compris ce que je voulais dire, c'est sur le vieux continent, Oui. vraiment sans l'Angleterre, vraiment c'est Il y a les Allemands aussi, le hein. pendant. Oui. Mais donc ce que je veux dire, c'est que c'est Marie Curie qui est un peu présentée comme la Nick Fury de l'équipe. Ça reprend plein de personnages de la littérature de science-fiction européenne et française du 19e siècle. Le docteur Mabuse. Du docteur Mabuse par exemple, et c'est hyper bien. Tout simplement, c'est une excellente façon de faire du super-héros Voilà. à l'européenne, à la française, et je vous renvoie avec ce qui reste toujours aussi un de mes Super Friends favoris sur First Print, le long podcast qu'on avait fait avec Serge Lehmann autour de la brigade chimérique. C'est plein d'informations, c'est très 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 comment dire, c'est une mine d'informations, et oui. j'ai envie de dire, il faudra moi-même que je le réécoute parce que je suis sûr qu'il y a des choses que j'ai oubliées que je pourrais me remettre. Donc il y a des morceaux d'Alan Moore dans la brigade chimérique aussi. Tout à fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je suis ultra saucé de savoir que ce projet existe. Oui. Est-ce que toi aussi? Oui et non. Oui et non. Pourquoi non? L'une des raisons pour lesquelles j'aime bien la brigade chimérique, c'est aussi son parti pris graphique, qui m'évoque évidemment un autre grand nom de la BD américaine qui aime bien les hommes de l'enfer avec une grosse patate rocailleuse. Et là, ça a quand même l'air d'être artistiquement plus proche effectivement de Spider-Verse. C'est pas pour me déplaire, hein, attention, mais quand j'imagine dans ma tête et dans mon fantasme de fan débile une adaptation de la brigade chimérique, je n'imagine pas les codes graphiques de Spider-Verse. Je comprends bien qu'on est dans le présent. Et t'aimerais plutôt le voir sur tu sais, le jeu Hellboy Web of Weird. Oui, voilà, c'est ça. Un truc comme ça. Ouais. Ouais, ou même un autre parti pris artistique, tu vois, peut-être comme la série animée Corto Maltese, par exemple. Enfin, il y a des trucs à faire, à mon avis. Là, ils ont choisi cette direction-là parce que Spider-Verse a eu un tel retentissement au sein du marché de l'animation, au sein des fans d'animation, que c'est déjà, je pense, plus cool pour eux de réinventer cette BD qui est, à mon sens, pas une BD à papa, mais c'est vrai que c'est pas aussi grand public que Spider-Verse mécaniquement, ou que Spider-Man encore moins. C'est une BD d'initié, hein, la brigade chimérique, c'est pas pour les gamins de 15 ans, on va dire. Là, c'est peut-être plus facile à vendre comme ça, avec en plus, j'imagine, l'héritage de gens qui ont qui sont peut-être intéressés à l'Uchronie par le biais du jeu vidéo, par le biais des séries animées éventuelles, par le biais de la culture jeu de rôle et compagnie. Désolé, pardon, vraiment. Donc voilà, moi, si je devais mettre une critique, ce serait qu'effectivement, j'aurais pas attendu cette esthétique-là ou le nom de Florent Hoggy sur un projet pareil. Quand on voit les designs, c'est assez électrique, c'est fluo, c'est fuchsia, c'est vert. Alors que pour moi, la brigade chimérique, c'est plutôt classiciste. C'est plutôt vraiment un truc assez carré, assez ombrageux, assez noir, assez BD historique, en fait, même quelque part. Un peu comme les Sentinelles, si on en avait parlé. Ouais. Voilà, tu vois, c'est pareil, s'ils faisaient un film des Sentinelles ou une série des Sentinelles avec une esthétique Spider-Versienne, je serais surpris. Pas déçu, mais surpris. Donc, tel quel, je suis juste content de savoir que la série existe, parce que c'est l'une des meilleures BD françaises, l'un des meilleurs comics français, hein, on peut le dire, évidemment, de tous les temps de l'histoire de l'humanité. Et si ça peut permettre justement de mettre un petit coup de projecteur sur la BD, tant mieux. Si c'est bien fait et par des gens passionnés, je serais le premier avis. Puis quelque part, c'est effectivement pas plus mal aussi d'avoir un truc qui réinvente un peu la BD qui est déjà parfaite. Donc, est-ce que tu veux rajouter, si on fait juste une adaptation sensu stricto. Sensu stricto, ouais. Voilà. Autres projets qui ont été annoncés au cours du festival, en tout cas en parallèle, c'est pour Adult Swim, Gejiro et Super Mutant Magic Academy, donc deux adaptations de comics indés. Ouais, alors Gejiro, c'est un dé sans lettres, puisque c'est Creator Share, donc encore une fois, c'est une BD Vertigo à l'époque. L'une des dernières BD éditées par Karen Berger, qui était une bonne amie à travers le milieu new-yorkais. d'Anthony Bourdain. Anthony Bourdain. Dont elle parlait, je crois, quand on l'avait enregistré, quand on l'avait interviewé. En fait, c'est un mec très intéressant, Anthony Bourdain. Il est d'origine française, d'ailleurs. Ses grands-parents sont d'Arcachon, je crois. Il était, oui. Parce qu'il nous a quittés. Il était d'origine française. Bref, c'est un grand fan de Tintin. Il a écrit c'est un chef cuistot, en fait, qui a dirigé un grand bistrot à New York, qui était à ses côtés et tout. Il a écrit un bouquin, justement, sur le monde secret de la cuisine, la drogue, le cul, les astuces de crevard de cuisinier pour faire passer un plat nul pour un plat stylé et tout. Bouquin qui a eu un grand succès et du coup qui lui a valu ensuite les louanges de la presse, et il est devenu après un homme médiatique de télévision. Il a eu 3 émissions de cuisine, notamment Parts Unknown, super émission, où il va à la rencontre des différentes cuisines, aussi des cultures locales de différentes villes. Il y en a un à Marseille, il y en a un à Paris, il y en a un en Thaïlande. Enfin, c'est vraiment super cool. Et c'était en fait un gros fan de BD, notamment de Crumb. Quand il est devenu riche, il a acheté beaucoup de comics de collection.
Et après, il explique qu'il a tout vendu parce que c'était aussi un cocaïnomane assez vénère. C'est vraiment, tu sais, l'image un peu rockstar de la cuisine, quoi. Il est assez sulfureux, assez éloquent, assez sarcastique. Et donc, il s'est rapproché de Berger, il a voulu signer un comics qui s'appelle Get Jiro, et c'est un peu un Shaolin Cowboy au pays de la bouffe. C'est-à-dire que c'est un futur à Los Angeles, comme dans le Shaolin Cowboy, où tout le monde est obsédé par la nourriture, en imaginant, par exemple, que c'est une société dystopique, mais qui serait articulée précisément autour de la gastronomie. Donc, d'un côté, t'as un peu l'élite des chefs, un peu à la Ducasse, tu vois, très français, qui veulent que la bouffe reste un produit qu'on réserve à l'élite, justement, économique, aux riches qui ont les moyens de se la payer, et que le reste des gens bouffent de la merde. Et en face, tu vois, et là, pour le coup, la BD a un peu vieilli parce que ce mec-là était plutôt anti-vegan et il considérait que c'était un snobisme, en fait, le végétarianisme et le véganisme. Nous divergeons sur ce point, parce que dès qu'il va à l'étranger, en fait, il va à la rencontre de cultures qui n'ont pas le choix, en fait, parce qu'il y a rien qui pousse, il y a que la viande, en fait, qui est accessible. Donc, l'un des deux camps, en fait, est le camp des véganes, le camp des obsédés du bio et tout, qui considèrent que la gastronomie animale, c'est de la merde. Quitte à faire disparaître un vrai bout du patrimoine culinaire humain, quoi. Donc, au milieu de tout ça, tu as Jiro, qui est un hommage, en fait, à un grand maître sushi, Jiro Ono, qui avait eu un documentaire sur Netflix, d'ailleurs, Jiro Dreams of Sushi, qui était considéré par le guide Michelin comme le plus grand chef cuistot de la Terre, du monde, où il y avait genre 6 mois d'attente pour bouffer ses sushis dans une petite échoppe, c'est en plus très japonaise, où t'arrives, en fait, c'est le plus grand maître sushi du monde, mais l'échoppe, elle est très classique, y a pas de déco, ni rien, tu t'assieds, c'est lui qui décide comment ça se mange et tout, et il prépare les plats sans te demander ton avis, ni rien. Donc c'est un peu lui qui inspire le héros de ce truc-là, qui est et un grand maître sushi, et un mec qui manie les couteaux comme personne. Et donc un jour, il y a des foodies qui arrivent et qui demandent de la mayo avec leur sushi, il les décapite, mais comme c'est un chef cuistot, dans un monde où les cuistots sont protégés, les flics le laissent tranquille, et il se retrouve pris dans une espèce de rixe entre les deux factions, il va grosso modo tous les buter. C'est méga absurde, c'est méga inspiré, c'est génial. C'est vraiment c'est du bon comics débile, bien dessiné par Langdon Foss. Très chaud pour lire ça, je connaissais pas. J'avais fait une review sur DCP, je crois, à l'époque. Parce que c'est vieux, hein, mais j'avais dû le faire quand on avait regardé en arrière pour des vieux comics qu'on n'avait pas encore abordé. C'est pas aussi généreux graphiquement que Shaolin Cowboy, évidemment. Ouais. Et après, il y avait une préquelle, Get Jiro Blood and Sushi, par un autre artiste qui était, je sais plus, Abe Garazza, je crois. Et qui là, pour le coup, était une préquelle qui raconte un peu la jeunesse de Jiro, qui est en fait un yakuza avant d'être un maître sushi. C'est un peu ratatouille, on va dire, dans le sens où son père veut que ce soit un yakuza, mais lui veut être maître sushi. Et donc voilà, on voit son histoire avec son frère, la trahison. C'est plus classique, c'est plus du putain, j'ai plus ma tête aujourd'hui, du Kitano, on va dire, dans l'approche. Voilà. Et après, il avait fait ensuite Hungry Ghost chez Berger Books, parce qu'il était resté pote avec Karen Berger, qui a un truc qui a beaucoup moins d'intérêt, une anthologie sur des cuistots, un peu façon The Menu, des cuistots qui racontent des histoires d'horreur dans une sorte de rite satanique. Donc voilà, mec que j'aime beaucoup, qui effectivement s'est suicidé à l'âge de 60 balais. C'est malheureux, mais c'est la vie. Il y a moi, du coup, qui était fan de son émission, j'avais beaucoup parlé de lui à l'époque. Et j'imagine que c'est probablement son statut un peu de vedette culte qui est apparu après sa mort, qui a motivé ce projet-là, qui donc appartient à DC puisque c'est Vertigo, et qui donc est prévu pour Adult Swim et ensuite sur Max. Et l'autre projet, donc Super Mutant Magic Academy. Projet beaucoup plus classique au niveau série animée, on va dire, de Gillian Tamaki. Donc c'est l'histoire d'une lycéenne qui en fait vient d'être transférée dans un nouveau lycée. Ce lycée a la particularité d'être un endroit dans lequel on envoie les futurs super-héros, les mutants, les monstres, les créatures animalières, les magiciens, etc., etc. Donc c'est j'imagine que vous avez en tête plein de trucs comme ça. Il y a plein de fictions comme Sabrina, comme Wednesday, etc., où on suit une jeune lycéenne dans un monde qui est peuplé de freaks. C'est beaucoup plus détendu, c'est pas du drama romance ou quoi. C'est vraiment juste le quotidien un peu sarcastique de cette nana qui se retrouve là alors qu'elle a rien à y faire. Dessiné en noir et blanc par dans le style Tamaki, quoi. C'est contemplatif, c'est rigolo, c'est plutôt frais. C'est en 3 volumes chez Drawn & Quarterly. Et là, ça va être fait en série animée. Très bien. C'est la fin de cette phrase. Assez curieux de voir ces deux projets en tous les cas. Bon, forcément, plus Get Jiro me parle forcément plus que Super Mutant Magic Academy. Parce que Arnaud aime les sushis. Je pense que SMA a peut-être plus de chances d'avoir le style en plus de Gillian Tamaki, qui me semble être assez simple à transposer en termes de dessin animé. Donc tu vois, ça peut être plutôt sympa. Et dernière news pour la partie télé, et toujours de l'animation, parce qu'il y avait vraiment tout un c'est un festival d'animation, hein. Une série animée Blue Beetle en développement chez DC Studios.
surprise puisque Blue Beetle, donc c'est un film vraiment pas terrible pour pas dire mauvais qui est sorti l'été dernier. Souviens-toi. Oh, pas mal. Merci. Justement pour les gens qui sont, pas beaucoup de gens sont allés le voir forcément au cinéma en tout cas, puisque ça a floppé au box-office, puisqu'en même temps ça cochait toutes les cases du film générique de super-héros, mais juste avec une surcouche latino vaguement quoi. Donc le personnage ne se pardon, il y avait quand même des déclarations un peu curieuses de James Gunn qui disaient que le personnage allait rester dans le DCU et tout ça. On comprenait pas trop pourquoi, puisque c'est le dernier. Soto avait dit ça aussi. Parce que c'est le dernier film qui sort en fait avant la reprise officielle de James Gunn et Peter Safran, et avec le prochain Superman qui sortira l'an prochain. Et donc il y avait ces déclarations, on comprenait pas trop, et donc maintenant on sait ce qu'il en est, c'est qu'en fait ils veulent faire une série d'animation sur laquelle en fait Ángel Manuel Soto, donc le réalisateur, sera toujours présent à la production, avec le scénariste aussi du film, Gareth Dunnett Alcocer, et surtout pour le casting, a priori Xolo Maridueña pourrait reprendre le personnage. Et de ce qu'on comprend du projet, c'est que ça voudrait reprendre certaines bases, donc a priori peut-être juste les personnages existants de Blue Beetle, de Jaime Reyes, sa famille, peut-être les antagonistes, mais par contre ne pas se baser sur ce qui s'est passé dans le film pour raconter en fait une autre histoire. Et en fonction du succès du projet en animation, ça permettrait de réintroduire Blue Beetle dans le DCU après en live action. De toute façon, tout ce qui est c'est produit, en fait une série qui ferait soft reboot, mais de la même façon que j'ai l'impression que Creature Commando va aussi permettre de faire une forme de soft reboot sur Peacemaker et la Suicide Squad dans le nouvel univers. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est pas idiot en plus parce que d'une part, il y a tout un tas de films nuls qui ont accouché de très bonnes séries télé. C'est la série animée comme, alors je vais pas me faire des copains, mais Beetlejuice par exemple, moi je trouve le film pourri, mais j'aime beaucoup la série animée. Il y a la série animée Godzilla aussi, qui se base sur le film de Roland Emmerich. Est-ce que Spawn c'était avant? Spawn c'était non, c'était enfin ça n'a rien à voir, de toute façon les deux n'ont rien à voir. Bref, mais du coup il y a plein d'exemples comme ça, et en plus si on prend juste le principe de Blue Beetle comme un héros adolescent avec des pouvoirs dans une petite ville qui fait des trucs, c'est une grande ville quoi. Et même ce côté héros issu d'une minorité visible, on peut penser à Static Shock par exemple. La série animée Static Shock était super bien, qui est vraiment géniale d'ailleurs, faut que je la remette, qui pourrait très bien ressembler à un projet comme ça. Faut voir comment c'est fait, hein. Évidemment ça sera probablement pas du one shot à chaque épisode, il y aura probablement un arc scénaristique et tout, mais moi je suis pas opposé à l'existence de Blue Beetle en tant que héros animé. Je trouve que ça lui correspondrait bien mieux, puisque Blue Beetle, en tout cas cette version de Blue Beetle, on le rappelle, c'est Ultimate Spider-Man, hein. Au départ il a été créé pour ça. Jaime Reyes c'est un Spider-Man jeune héros avec des pouvoirs et un côté un peu lycéen, comme Static Shock, hein, d'ailleurs techniquement, qui est aussi un Spider-Man, mais ce qui est le Ultimate Spider-Man avant Ultimate Spider-Man, même le Miles Morales avant Miles Morales. Voilà, c'est un concept qui peut très bien prendre en animation, et particulièrement en série. C'était idiot de vouloir le faire en film de base quelque part, puisque non, c'est pas forcément vrai ce que je dis, parce que il y avait moyen d'en faire un meilleur film que ce que ça a été. Mais voilà, tant qu'à faire, pourquoi pas. En revanche, pourquoi garder la même équipe créative? Moi, ça, c'est ma vraie question. Enfin, je veux dire, James Gunn, c'est pas lui qui les a engagés. Il était pas aux commandes du projet de base. Donc, je vois pas exactement pourquoi ça repart avec eux, vu les résultats du film et les mêmes critiques et commerciaux. Donc, on peut espérer qu'il y aura d'autres scénaristes, d'autres metteurs en scène qui vont entrer dans la boucle à un moment donné, si on veut, voilà, ne pas juste se taper, encore une fois, ce côté très recyclé, qui intéresse pas grand monde, j'ai l'impression. À voir donc comment ça s'opérera. Et on va rester du côté de DC en passant à la partie cinéma. Alors, première actualité, l'adaptation de Watchmen se fera en fait en 2 films d'animation, une partie 1 et une partie 2. On a vu un premier trailer, donc ce sera pas de la 2D, ce sera pas de l'animation 2D, mais en 3D avec comme une forme de DA qui fait un peu penser à de l'animation. Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier trailer qui, à mon sens, montre que c'est pas une adaptation à faire, puisque dans l'imaginaire collectif, en fait, on est tous encore imprégnés de l'excellente prestation de Zack Snyder. D'un point de vue visuel, le film, je pense qu'il est quand même assez inattaquable. Et au final, t'as l'impression d'avoir une redite, mais juste en moche, parce que vraiment, je trouve que la patte 3D qu'ils utilisent, elle est vraiment pas ouf à regarder. Oui, je suis assez d'accord. En plus, c'est vrai qu'on avait dit ça à l'époque où il l'avait annoncé. Qu'est-ce que tu veux encore raconter de neuf avec Watchmen? On a tous lu Watchmen, il y a eu 40 éditions de Watchmen, il y a eu le film qui était du plan par plan, à l'exception de la fin. Poulpe, quoi.
Si c'est juste ça leur critère différenciant, au moins essayer d'insister dans le trailer. Même là, je trouve que le design de Daniel est pas très différent en fait du physique de Patrick Wilson dans le film. Les couleurs sont intéressantes, peut-être que la bande son. Oui, parce qu'elles sont très saturées aussi, voilà. Pour reprendre la colorisation de l'époque. Merde, oulala, je suis fatigué moi. Du mec qui a colorisé Watchmen. C'est pas Kyle Higgins, non, c'est quoi il s'appelle, putain. Dave Gibbons? Non, ça c'est le dessinateur. Mais il y a. C'est pas mis en couleur. Oui, ok. Bref, peu importe. Je le retrouve. Comment Corentin, tu ne connais mais pas oui, par mais cœur. justement, mais c'est là qu'on voit quand même que je travaille beaucoup trop quand même en ce moment. Prenez des week-ends, vous verrez, c'est bien. Donc voilà, c'est plus de ce point de vue-là que c'est cool. John Higgins. Oui, c'est John Higgins. Voilà, tu l'avais dit. Putain, yes. Tu l'avais. Je sais pas pourquoi j'ai bloqué sur Kyle Higgins. Parce que c'est le Higgins. Ouais. Voilà, c'est les cousins de Higgins. Donc ouais, de ce point de vue-là, c'est joli. Après, par contre, effectivement, les modèles 3D, non, au secours quoi. Enfin. En plus, pour une œuvre qui a à ce point-là défini la séquentialité et ce qu'on peut faire en termes de narration avec des dessins et des planches plates, je trouve ça vraiment laid. J'espère que la bande son sera sympa à minima, tu vois, qu'on prend ce qu'on peut, quoi. Mais Watchmen, moi, encore une fois, je l'ai vu, je l'ai lu 200 fois. Je connais par cœur le Watchmen. En plus, il y aura pas les bonus non plus. Donc, pour moi, ça va rester une expérience de comics. La seule adaptation valable, en tout cas jolie ou qui rend grâce à l'esthétique de Gibbons, ça restera le film. Et parce que le film a un point de vue d'auteur en plus. Il y a des trucs que Snyder a fait dedans qui ressemblent au reste de sa filmo. Là, si c'est juste pour avoir du Watchmen en plan par plan avec modèle 3D moche, non, je suis pas emballé. Non, pas. Voilà, le Dr Watchmen a parlé. Autre brève aussi dans l'actualité, simplement pour dire que le film Transformers G.I. Joe avance bien, avance petit à petit. C'est trouvé un scénariste. C'est Derek Conley et Derek Conley ça va nous indiquer peut-être un peu la portée de film, alors sachant que le film Transformers G.I. Joe c'est une suite directe à Transformers Rise of the Beast qui est un film nul, pourri, comme beaucoup de films Transformers. Ouais, mais qui était même pas intéressant sur le plan visuel, au contraire des films de Michael Bay. Donc vraiment, Derek Connolly, qui a fait beaucoup de films nuls lui aussi d'ailleurs. Ouais, c'est ça, j'allais y venir parce que lui, en fait, il a écrit Kong Skull Island et surtout toute la trilogie Jurassic World. Il a réécrit Kong Skull Island. Il a réécrit. Ouais. C'est comment il s'appelle? Je sais pas, il a marqué scénario 2, donc c'est pour ça. Mais ouais, je sais plus qui était le vrai scénariste, mais c'était Dan Gilroy, je crois, qui avait écrit Skull Island. C'était pas Chad J. Peter. Après voilà, il a fait les Jurassic World, les 3. Ouais. Pas tout seul, hein, pareil, Trevorrow, il a mis la patte et tout. Mais bon, c'est pas. Il a participé aussi au Star Wars 9, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas très jojo tout ça. Enfin, mais c'est normal. Les studios, ils vont pas chercher des bons scénaristes, ils vont chercher des mecs à la commande qui savent juste réaliser un script, quoi. Ouais. Et en l'occurrence, je sais pas comment tu peux. Je veux insulter aucun fan en disant ça, hein. Mais comment tu peux attendre un film pareil pour son scénario de toute façon? C'est vrai que c'est dur. C'est vrai Arnaud a hésité parce que déjà de base les films G.I. Joe, on en pense qu'on veut, débile pas débile, bon, c'était pas incroyable. Les dessins animés de G.I. Joe, c'était pas pareil, une grande œuvre narrative, scénaristique et très bien narrée. Les dessins animés de G.I. Joe, Transformers non plus, et les films Transformers, on les regarde pour les effets spéciaux, on peut se mettre d'accord là-dessus sans insulter le génie de Michael Bay ou son goût pour la mise en scène ironique. Ça reste des films qui ont un propos que tu peux faire tenir sur un post-it plié en 9, qui serait en gros les 4 lettres robot avec point d'exclamation derrière. Voilà, et c'est tout. Oh waouh. Et c'est pas grave, il en faut pour tous les goûts. Je vais encore me faire insulter. Mais non, mais il en faut pour tous les goûts, tu vois, je veux dire, moi je regarde des films de baston, il y a pas des scénarios beaucoup plus élaborés que ça, tu vois. Donc c'est pas gravissime si le scénariste est mauvais. Après, c'est plutôt comment est-ce qu'ils vont justifier le crossover. Enfin, j'ai peur que ce soit un peu ce que les Jurassic World et Star Wars 9 et c'est aussi un mais ça, le scénar, on connaît déjà un petit peu. C'est littéralement les Decepticons vont faire appel à Cobra pour dominer le monde, voilà. Et les Autobots du coup vont s'allier aux Jaws. Non, je parlais plutôt de la justification de cette coexistence d'univers, parce que ces films-là dont on parlait, les Jurassic World et Star Wars 9, c'est aussi du porno de référence pour les vieux fans, et au point de tomber dans le fan service vraiment. Ah, là, tu peux dire qu'il y aura des caméos pour G.I. Joe, il y aura des caméos. Ouais, voilà, tu vois. Ou alors t'as vu, c'est le blaster qu'on a vu dans telle ligne de jouets il y a 28 000 ans, et dont à part les très gros fans qui ont des blogs G.I. Joe encore en web 2.0. Oui. Voilà. Oui. C'est complètement ça, oui. Très bien. Du coup, après moi, de base, je suis pas spécialement intéressé par le projet.
Je sais qu'à chaque fois que je le place, tu dis mais on s'en branle, j'ai pas envie d'en parler, j'ai rien à dire. C'est pas une adaptation de comics, donc. Bah, c'est l'inverse. Les liens, comics sont adaptés. Certes, mais les liens entre ces licences et les comics sont quand même assez forts et ça fait partie prégnante de la pop culture américaine aussi. Donc c'est quand même important de dire que ça existe. Bah vivement alors. Non. J'ai grand hâte. Bah vivement, les gens se font maintenant, tu sais. Les gens qui nous écoutent et qui sont fidèles, quand ils voient ce genre de projet arriver, ils se disent juste ah putain, le podcast il va être mortel. Et puis voilà, c'est tout. Est-ce que Yerim va faire une blague avec les pattes? Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Allez Corentin, on termine avec une nouvelle pour le film Blade dont le réalisateur s'est encore barré. Enfin c'est un autre, il est pas revenu, mais c'est à dire qu'il y avait alors j'allais dire Tahraim, mais en fait non. Bassam Tariq. On est un peu sur les mêmes oh là là, allitération. Oh là, attention. Non, les fin de cette phrase. Phonétiquement parlant. Oui. Ça se ressemble. Voilà. Il y avait des A. Exactement. Voilà. Et un I. Oui, bah voilà, c'est pour ça. Dans les deux cas. Si t'enlèves toutes les voyelles, non, si t'enlèves toutes les consonnes, c'est AI, tu vois, c'est exactement la même chose. Mais ce que je veux dire, donc c'est Bassam Tariq qui est parti, remplacé par un Français d'ailleurs, Yann Demange. Il mange. Et il est parti aussi. Ça le démangeait. Est-ce que j'ai dit que j'étais fatigué encore ou mais si tu te mets à faire les vannes nulles à ma place, qu'est-ce qui me reste? Bah, l'actualité, il me reste plus rien. Vas-y. Oui, alors tout à fait, Corentin. Donc le film Blade, dont on se rappelle qu'il a été annoncé en 2019 avec Mahershala Ali dans le rôle titre, qui est d'ailleurs en fait le seul facteur qui reste encore prégnant dans le film, puisque tous les autres sont barrés. Le script a été réécrit 5-6 fois. Et a priori, c'est bien le script en lui-même qui a même posé beaucoup de problèmes à l'avancée de la pré-production du film. De ce qui se dit, Ali était pas content, c'est tout. Mais peut-être parce que de ce que j'ai lu d'un report, je sais plus si c'était Variety ou Hollywood Reporter, qui disait que en fait entre Yann Demange et Ali, ça s'était pas bien passé non plus. Apparemment, il était reproché à Demange d'être un réalisateur pas commode. Enfin voilà, et donc apparemment ça. C'est français. Alors même s'ils se disent qu'ils se sont quittés en bons termes, justement avant que ça aille au clash. Je pense que Demange a dû se dire ça va pas le faire. C'est une autre paire de manches. Voilà. Il est fier de lui en plus. Non, je suis mort, j'ai honte. Ça fait 1h50 et je suis désolé, vraiment. Faut qu'on j'ai termine. pas eu de week-end depuis 2 semaines. Voilà, c'est ce qu'il fallait dire. Faut qu'on termine et puis il commence à faire une paire de manches. T'es jaloux en fait. Oui, je suis jaloux. Oui, je suis jaloux. Oui, bah oui, je voulais la faire. Donc, ils sont pas entendus. Ils sont pas entendus, donc il est parti sur un plus ou moins bon terme, mais ce qui fait que le film est encore orphelin. Alors là, c'est sûr, il va être décalé, il sortira pas l'année prochaine comme c'était supposé. Enfin, est-ce qu'il y a encore... Ouais, c'est ça, c'est qu'officiellement il a toujours pas été décalé, parce qu'il devait partir en tournage cet été pour sortir en novembre 2025. Là, a priori, c'est quand même foutu, sauf s'ils arrivent à trouver un réalisateur demain en traversant la rue, mais je doute que ce soit faisable parce que les rues sont très longues quand même aux États-Unis, c'est vrai que très grandes. C'est assez grand. Et t'as quand même vachement plus de possibilités de faire renverser par un truck qui passe à toute vitesse, donc c'est quand même plus compliqué. C'est vrai que c'est la probabilité. Ça, personne n'en parle. Comme X-Bluff First Print, pardon, premier sur l'info. C'est ça, c'est les vrais problèmes des Américains. Breaking news, traverser la rue aux États-Unis, c'est compliqué. C'est pas aussi simple. Et donc, c'est juste que il y a même des gens maintenant qui disent non mais arrête, c'est bon, vas-y, annuler le film, c'est bon, sans branle. Parce que là aussi, pas forcément opposé à cette idée, quoi. Parce que quand tu vois le suivi médiatique, tu te dis ouais, mais en fait ils y arrivent pas, genre laissez tomber. En plus, mais je pense que le succès de Deadpool Wolverine va être crucial. Bah oui, mais s'ils trouvent personne pour parce qu'ils l'ont validé le film, ils sont d'accord pour le faire, tu vois, donc ils ont pas besoin d'un motivateur. Ali veut le faire en tout cas. Ali veut le faire, mais si c'est Ali qui est chiant et qui s'engueule avec tout le monde ou qui est jamais content du travail des scripteurs, on va dire. Tu sais, là il y avait Russell Crowe on lui parlait récemment de son rôle dans Thor Love and Thunder et tu sais qui est pas son plus grand rôle. C'était pas mal, c'était une interview où ça fait bonjour Russell Crowe. Vous n'avez pas honte? Et lui, justement, il te répond, mais en fait, faut arrêter de prendre ça au sérieux. Enfin, les films de super-héros, c'est une commande, c'est un boulot. Oui, mais non, tu t'en fous, tu sais pourquoi t'as signé, quoi. Et ils sont pleins à dire ça. Bah oui, mais non. Mahershala Ali, visiblement, il a signé pour faire un vrai film. Peut-être qu'il est pas tombé au bon endroit, tu vois. Ou alors pas au bon moment. Peut-être que dans 5 ou 10 ans, il y a moyen que ça se débloque. Pour l'instant, Kevin Feige, je le vois mal valider un remake d'Entretien avec un vampire pour l'instant, tu vois. Même s'il sera rated R, ça restera un film de super-héros. C'est peut-être pour ça que le script
ne lui convient pas. Mais non, il pourrait très bien faire une fois Deadpool, parce qu'on sait que Deadpool Wolverine va être un succès alors que c'est du rated R, les précommandes sont énormes, il va faire un lancement. Ils ont validé le rated R, ils vont faire. Non, mais je sais bien, mais je veux dire que ils vont le faire vraiment rated R aussi dans la tonalité, pas seulement dans le fait d'avoir du sang. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce sera sombre, sérieux. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais je vois ce que tu veux dire. Et je pense que ça, ils vont quand même attendre juste la validation qu'effectivement que Deadpool et Wolverine va faire son milliard de dollars au box-office pour se dire ok, on lâche la bride sur le rated R. Ce sera pas que le fait d'avoir du sang, mais ça va être aussi d'avoir vraiment une atmosphère, quelque chose de sombre et de réellement violent. Mais puisses-tu avoir raison, Arnaud, et de pas fun. Et peut-être qu'ils attendent juste cet été pour vraiment. Oui, non, mais probablement. Mais après, je te dis, moi, je pense que si c'est vraiment Ali qui pose problème. Peut-être que ça pose problème, mais qu'en fait juste il faut trouver quelqu'un qui arrive à manager avec lui, tu vois. Peut-être que je sais pas, prendre un mec avec qui il a déjà bossé, prendre Nick Pizzolatto pour réaliser aussi, tu vois, j'en sais rien, il y a un truc à faire, mais il faut que Ali Guigou trouve son Corentin quelque part. Oh, c'est mignon. C'est mignon, mon bébé. T'as vu? Il m'ouvre son cœur comme ça en direct. Non, je sais pas. Après, moi, j'ai vraiment surtout que ça schlingue en interne. Est-ce que Ali a encore envie de le faire? Il dit oui, mais peut-être que là, à force de refuser les mecs qu'on lui envoie, en fait, il a envie de se barrer de ce contrat-là. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je sais pas comment faire parce que tout le monde dit on est motivé. Au final, c'est une sorte de tourniquet où tout le monde descend à la moindre station. C'est fatigant, quoi. C'est pas compliqué de faire un film Blade. Enfin, je veux dire, le film Blade 1 et Blade 2, c'est littéralement un mec en imperméable qui bute des vampires. Il n'y a pas non plus une matière extraordinairement compliquée. C'est sur un post-it plié en 6, ça toi, c'est ça? Blade 2 un peu moins parce que il y a ce côté un peu aristocratique des vampires, etc. Mais Blade 1, c'est vraiment juste un mec qui bute des vampires, c'est tout. Il a un copain qui lui fait des gadgets qui bute des vampires et puis voilà. C'était déjà un bon film à l'époque. Donc c'est pas non plus très dur d'écrire un film Blade ou de réaliser un film Blade, je pense. Après, si peut-être que Ali on va faire un truc politique ou plus social, je sais pas, j'en sais rien. Mais dans ce cas-là, allez prendre Jordan Peele. Faites-lui un Pont d'Or, on se fait un petit kiff, on se fait un seul film d'auteur pour Ali. Et après, le reste, on fera, comme d'habitude, des trucs moins bien. Je sais pas, parce que tu vois, on dit qu'ils ont changé, qu'ils ont appris de leurs erreurs et tout. C'est quand même, a priori, Sean Levy qui va faire... Quand tu dis ça fait vraiment penser à Saddam Hussein dans South Park, quoi. Où tu verrais Kevin Feige, c'est, but I can change. Je vais faire des films d'auteur et ils seront super bien. Voilà, c'est ça. C'est aussi probable que Saddam Hussein qui changerait, tu vois. Mais ne comparons pas Kevin Feige à Saddam Hussein. C'est South Park qui est responsable de tout ça, comme d'habitude. Mais voilà, non, je sais pas, moi, perso, je n'y crois. Enfin, j'y crois de moins en moins. J'espère que ça va se faire, hein, attention, mais j'aimerais bien avoir des bonnes nouvelles, vraiment un vrai début de tournage pour commencer à se dire ça y est, c'est bon, quoi. Parce que là, ça fait quand même 5 ans qu'on en parle. S'il n'y a pas une image de tournée, hein. Bah non, de toute façon, il y a pas un plateau qui a été fabriqué, hein. Voilà. Clairement, rien du tout. Alors, il y a sûrement plein de gens qui bossent en tant que concept artiste, mais voilà. C'est Midjourney maintenant, le concept artiste. C'est Mitch Studio, hein, il s'appelle Mitch Journey. c'est serait marrant, oui. Avec Chat GPT. Avec Chat J. Peter. Et Mitch Cherney. Ce sera les nouveaux artistes de tous vos films préférés prochainement. En tout cas, on en a terminé pour ce podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. C'est important d'avoir votre soutien aussi par les partages sur les réseaux sociaux, en parlant autour de vous. Faites découvrir le podcast à quiconque aime les comics et la pop culture. Ils sont nombreux, mais ils ne nous écoutent pas encore. Faites-les join us, comme on dit dans Evil Dead. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour la suite de nos émissions. Salut!